Donc effectivement, on vous a convié aujourd'hui à cette formation qui est destinée aux gérants de structure et leurs salariés dans le cadre du projet EDUCO qui est soutenu par l'Agence de l'eau Adour-Garonne et effectivement qui a été porté par l'interfilière de tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine. Donc je vous présenterai rapidement qu'est-ce que l'interfilière, mais tout d'abord, je pense que ce serait bien effectivement, on a invité Marion Stadi de l'Agence de l'eau Adour-Garonne qui soutient ce projet pour nous présenter les objectifs de l'appel à projet et effectivement, ben, qu'est-ce que cette agence de l'eau qui justement nous soutient dans nos actions. Oui, merci Maryse. Bonjour à tout le monde. Donc j'imagine ici que peut-être tout le monde connaît l'agence de l'eau Adour-Garonne. Si ce n'est pas le cas, dites-moi. Non, non, on ne connaît pas. Pardon. Non. D'accord. Donc, petite présentation rapide des agences de l'eau, puisqu'en fait, il y a plusieurs agences de l'eau en France. C'est un organisme public de l'État qui est rattaché au ministère de la Transition écologique. Nos voisins en termes d'intervention, ce sont l'Office français de la biodiversité et l'ADEME. Et les agences de l'eau gèrent toutes les questions de préservation de la quantité et de la qualité de l'eau en France. Donc ici, sur le territoire du Grand Sud-Ouest, on est rattaché à l'agence de l'eau Adour-Garonne, dont le siège est à Toulouse. Et les agences de l'eau, leur principe, c'est de collecter des redevances auprès de tous les usagers de l'eau, que ce soit les particuliers, les industriels, les agriculteurs, donc tous ceux qui utilisent de l'eau au quotidien. Et ces redevances-là sont ensuite réinjectées sous forme de subventions, de financement public dans des projets qui permettent de préserver donc la quantité et la qualité de l'eau. Donc autant sur des restaurations de stations d'épuration ou création de réseaux d'assainissement, mais aussi sur le volet de l'éducation et de la sensibilisation. Et c'est dans ce cadre-là que vient s'inscrire le projet EDUCO porté par l'interfilière Nouvelle-Aquitaine du tourisme durable. EDUCO, c'est un appel à projet qu'on a lancé il y a 2 ans qui permet en fait de financer donc des actions pédagogiques qui est à viser de tout public, pas que scolaire, pas que en école, comme on peut l'imaginer au premier abord. Donc là, le projet est super intéressant ici parce que l'eau dans le tourisme, c'est un enjeu majeur. Surtout avec l'évolution et les effets du dérèglement climatique, hein, comme on a pu le voir aussi en 2022 justement, et qui s'intensifie d'année en année. Donc le but de l'appel à projet, c'était donc de financer aussi des actions qui soient multi-cibles, avec des actions originales, proposer de nouvelles manières en fait de sensibiliser avec pédagogiques diversifiées. Et donc en tout, sur le territoire Adour-Garonne, donc le Grand Sud-Ouest, on a au total financé 64 projets lauréats. Et si vous souhaitez aussi découvrir les autres types de projets, ils sont en ligne sous forme d'une cartographie sur le site de l'Agence de l'eau. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le CESO, l'association CESO, est aussi lauréate de l'appel à projet EDUCO. Donc voilà, après, petit contexte ici de l'eau, en fait, des enjeux de l'eau sur le territoire et notamment liés au tourisme. Donc effectivement, des enjeux de qualité et de quantité. En termes de quantité, on insiste beaucoup sur la partie sobriété, puisque notamment en saison estivale, puisque le tourisme, c'est pas que estival, mais c'est quand même un petit peu là où se concentrent le plus de vacanciers. On a tendance en fait à ne plus trop faire attention à notre consommation d'eau, alors qu'on pourrait le faire quand même chez nous durant l'année. Donc il y a vraiment cet enjeu de sensibiliser à un comportement plus sobre en eau. De généraliser aussi tous les systèmes économes en eau. Donc les kits hydroéconomes sont très intéressants par rapport à ça. Mais il y a aussi un gros enjeu de qualité, parce que préserver la quantité d'eau, c'est important, mais préserver sa qualité, c'est majeur également, ne serait-ce que, en tout cas surtout sur le type de produits qu'on va utiliser pendant l'été, que ce soit côté vacancier, mais aussi côté structure. Et pour terminer, sur la partie aide publique, donc l'appel à projet EDUCO, donc c'était un appel à projet, donc ça a été un peu une impulsion qu'on a voulu mettre sur la partie éducation. Mais il faut savoir que si vous avez aussi des projets de sensibilisation que vous voulez faire financer par l'agence liée à l'eau, bien sûr, de façon spontanée,
vous pouvez tout au long de l'année faire des demandes sur notre portail d'aide qui est en ligne pareil sur le site internet et sur des projets plus techniques et sur le volet économie d'eau. On a aussi un appel à projet qui est toujours en ligne jusqu'au 30 août sur notamment la notion de réutilisation des eaux usées traitées et non conventionnelles. Donc, on est en train aussi de préciser la réglementation sur cette thématique-là, mais on encourage aussi des projets sur le volet de la réhute et de l'économie d'eau en général. Donc ça, pareil, c'est un portail que vous pouvez d'aide que vous pouvez retrouver sur notre site. Et à l'issue de cette formation, si vous avez des questions ou vous voulez qu'on échange, on pourra, Marie, tu pourras aussi laisser mes coordonnées et je serai à votre disposition. OK, très bien. Merci Marion. Et donc, Claire, on peut passer à la suivante. Donc, peut-être juste vous remettre en contexte, effectivement, l'interfilière, parce qu'on est porteur de ce projet. Mais l'interfilière de tourisme durable, si certains ne connaissent pas encore, c'est un travail qui a été mené en commun et qui est mené en commun entre trois têtes de réseau de l'hébergement et de la restauration en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a les membres, les adhérentes de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine, qui est le tourisme social et solidaire, les auberges jeunesse, les villages de vacances, entre autres. On a l'UMI Nouvelle-Aquitaine qui représente l'hôtellerie et la restauration et les différents métiers du secteur. Et on a la NAPA, qui est la Fédération d'hôtellerie de plein air, donc les campings en Nouvelle-Aquitaine. Donc, les trois têtes de réseau organisées à l'échelle régionale travaillent ensemble sur ce programme d'action. Et dans le cadre du programme d'action, on a un axe sur l'accompagnement collectif des professionnels. Et c'est dans le cadre de cet axe que nous avons répondu à l'appel à projet de l'Agence de l'eau sur la thématique, évidemment, de la sensibilisation à l'eau. Certains d'entre vous ont probablement bénéficié du projet. Il y a eu plusieurs axes. Je vais laisser Mathilde, effectivement, présenter les axes du projet du coup qu'on a proposé. Donc, du coup, au niveau du projet EDUCO, il y a 3 offres pour les professionnels. Donc, il y a eu d'abord des outils pédagogiques qui ont été distribués. Donc, des supports de sensibilisation, des affiches, des fiches pratiques aussi. Donc, à la fois à destination du personnel et de la clientèle. Et des capsules vidéo qui ont été diffusées sur les différents réseaux sociaux de l'interfilière et que vous pouvez retrouver aussi sur le site internet. Il y a eu dans un deuxième temps des programmes éducatifs et de sensibilisation à l'eau, donc pour toucher 3 types de profils, donc à la fois les dirigeants et les salariés des structures sur des formations comme celles que vous pouvez avoir cet après-midi. Des apprentis, donc avec des masterclass qui ont été mises en place dans les CFA, et des ateliers à destination des clientèles dans les séjours sous la forme d'animation sur la demi-journée. Donc en tout, on a 12 formations qui ont été mises en place et 80 animations qui sont prévues du coup sur la saison. Et ceci étant dit, il y a encore de la place pour les animations. Dans le formulaire d'inscription là, pour cette formation, vous aviez l'option de cocher effectivement l'animation. Donc, normalement, nous, on a fait remonter à la structure d'éducation de l'environnement concernée votre intérêt. Donc, vous devriez être soit contacté rapidement et éventuellement, si à l'issue de cette formation, vous souhaitez bénéficier des animations, vous pouvez encore prendre contact avec nous et on fera le relais effectivement. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Et la troisième offre, c'est plutôt des équipements pédagogiques, donc mis en place au sein des structures. Donc il y a des pommeaux de douche lumineux et hydroéconomes qui ont été distribués et donc qui permettent de faire une économie d'eau sur le poste de dépense le plus important, hein, qui est celui de la douche pour les hébergements, et des récupérateurs d'eau de pluie avec panneaux pédagogiques qui permettent du coup de réutiliser les eaux de pluie, notamment pour l'arrosage des espaces verts. Donc voilà, en ce qui concerne les 3 types d'offres proposées. Donc, on est effectivement vers la fin de ce programme d'action. Donc, on est sur cet été, il y aura les animations et derrière, effectivement, vous pourrez toujours consulter, comme disait Mathilde, les différents outils. Les équipements ont été distribués, bien sûr, et en espérant continuer à construire des projets pour vos besoins, pour vous. Donc, si jamais vous avez des besoins particuliers, il ne faut pas hésiter à faire remonter à vos filières ou à l'interfilière pour qu'on puisse continuer à agir pour préserver cette précieuse ressource. Donc maintenant, je pense, laisser Claire se présenter. Claire Moras du CESO, qui est la formatrice de ces 2 heures de formation. Merci Maryse. Bonjour à tous. Donc effectivement, Claire Moras, je fais partie de l'association CESO, j'en dirai un petit mot tout à l'heure. Je vais commencer juste
par vous présenter le contenu de cette formation. Donc, nous allons être ensemble pour 2 heures. C'est déjà un petit peu entamé. L'objectif, donc, c'est de sensibiliser aux enjeux de l'eau, aux éco-gestes. Donc, on parlera un peu des enjeux de l'eau, d'économie d'eau, évidemment, de préservation de l'environnement. Le déroulé, c'est d'abord une sensibilisation sur les enjeux, ensuite les enjeux de l'eau plutôt dans le sud-ouest. Ensuite, on verra un peu les solutions qui sont possibles de mettre en place dans vos hébergements, différents types de solutions. Et nous prendrons un temps aussi pour présenter un peu les ressources qui sont à vos dispositions et enfin un petit temps d'échange à la fin. Voilà, j'espère que ça vous convient. Ce que je vous propose, comme on est peu nombreux, c'est peut-être de faire un petit tour aussi pour que chacun se présente. Alors en quelques mots, hein, dire voilà peut-être votre structure, votre type de structure, le département dans lequel vous êtes, et peut-être voilà, ce que vous attendez de ce temps de formation, et éventuellement où est-ce que vous en êtes dans les économies d'eau de votre côté. Voilà, pour compléter. Alors, qui veut se lancer? Bonjour, Karine du syndicat des campings de la Dordogne. Donc en fait, moi je suis présente aujourd'hui pour pouvoir diffuser après auprès de nos adhérents de la Dordogne, les campings, euh, la formation, on va dire, sur voilà, parce qu'ils ne peuvent pas forcément tous participer au vu de la saison. Et donc voilà, je suis là en écoute et afin de pouvoir après leur partager vos informations. Très bien, merci. Alors, quelqu'un d'autre? Nous, on est l'association Chamois Pyrénéen. On fait des séjours de vacances adaptés, organisés principalement l'été et l'hiver. Et donc, la formation nous intéressait pour avoir en effet des petits conseils à prodiguer sur les équipes pour permettre une utilisation plus économique de l'eau sur les divers lieux de séjour. D'accord, merci. Ensuite, on a une... Bonjour. Oui? Oui, donc moi je suis Valérie Puiseux, je travaille à l'Agence départementale du tourisme 64, donc Pyrénées-Atlantiques, pour le département. Et moi, un petit peu ce que j'attends, c'est plus une initiation aux enjeux de l'eau et les solutions et voilà qui sont proposées. Et puis également être voilà, davantage sensibilisé, bien sûr. Très bien, merci. Célia Guillermo, peut-être? Je fais en suivant. Oui, bonjour. Alors, moi, je travaille Bonjour. au camping Eden Village, l'Océan Espace sur l'île de Ré. Et donc, nous, on a eu la semaine dernière Odyssette qui est venue au camping, puisqu'on va faire partie des campings témoins pour la campagne de sensibilisation L'eau, on l'aime, on la préserve. Donc, voilà, du coup, là, c'est dans la continuité de ça pour être sensibilisé et puis voir s'il y a d'autres actions qu'on peut mettre en place en plus de la sensibilisation sur le camping. Et puis après, on est aussi en train de mettre en place un dossier de fonds de tourisme durable, dont certains aménagements pour faire plus d'économie d'eau. Très bien, merci. Nous avons le bureau SDHPA 24. Oui, je me suis présentée au début. Je Ah, suis pardon, Karine. C'est pas grave, exact, vous inquiétez c'est pas. vous, on a fait le tour, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Nous n'avons pas encore entendu Maxime, si je ne me trompe pas. Je suis le collègue des Chamois Pyrénéens en fait. Je fais bande à part avec D'accord, mes collègues, mais voilà. Mais comme je fais le lien avec les équipes de séjour, c'est vrai que c'est voilà, c'est comme mes collègues pour avoir des petites actions à mettre en place et des conseils à donner à nos équipes sur les séjours de vacances. très bien. Bien, merci à tous. Je crois que nous avons fait le tour. Donc, on va pouvoir démarrer. Alors, allons-y.
D'abord, un petit mot juste sur le GREN Nouvelle-Aquitaine, donc qui est partenaire de l'interfilière, qui est la tête de réseau des acteurs de l'éducation à l'environnement en Nouvelle-Aquitaine. Donc l'interfilière a tissé un partenariat avec cette structure pour justement organiser des temps de formation, comme celui d'aujourd'hui. Ce réseau GREN Nouvelle-Aquitaine a beaucoup de membres, de structures adhérentes. Vous pouvez en voir quelques-unes ici qui ont toutes participé à ces temps de formation dans les départements pour le compte de l'interfilière. Et voilà également l'association CESO, donc, à laquelle je fais partie. Donc, juste, je présente un petit peu l'association CESO. Donc, nous, on est une association dont on a 17 ans d'existence. On est basé dans la région bordelaise. On est une association loi 1901 à but non lucratif. Hein, voilà. L'objet de l'association, c'est vraiment la préservation de la ressource en eau souterraine de la région. Donc, on est vraiment spécialisé sur la thématique de l'eau. On a pour mission de vulgariser les données scientifiques sur l'eau, de sensibiliser les publics, alors tous les publics, hein, aux enjeux de l'eau, de l'environnement et de la santé, alors ce qu'on appelle la santé-environnement, et d'accompagner aussi les porteurs de projets dans les changements de pratiques ou dans leurs projets divers et variés en lien avec le développement durable. Donc, on s'adresse à tous les publics, hein, ça peut être autant les scolaires que des adultes, des publics en difficulté, des élus, des collectivités et de plus en plus donc les entreprises et le secteur professionnel. Voilà, on va des tout petits à partir de 3 ans jusqu'aux adultes, seniors, voilà, sans différenciation au niveau des âges. Voilà, sur les thématiques, on intervient autant sur les enjeux quantitatifs de l'eau que qualitatifs qui ont été un petit peu présentés par Marion de l'Agence de l'eau en introduction. Voilà, nos activités, eh bien, c'est essentiellement de l'animation, hein, donc ça peut prendre la forme d'ateliers, de stands, de formations, de conférences. On est intégré dans beaucoup de dispositifs pédagogiques qui sont mis en place par des collectivités territoriales. On est un espace info-économie d'eau. On est le sous-traitant de la régie Eau Bordeaux Métropole pour sensibiliser les scolaires et les collégiens. On anime des dispositifs pédagogiques qui sont mis à disposition par d'autres associations. On est formé sur la fresque de l'eau. Voilà, tout ça sont des choses qui peuvent être aussi proposées dans vos structures, hein. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler à la fin, bien sûr. On conçoit des programmes éducatifs et pédagogiques aussi en lien avec l'inspection académique. On en a mis un en place là, tout récemment pour les tout petits, les 3-6 ans. On conçoit des outils de sensibilisation, donc on peut également vous aider à concevoir des outils ou voilà, vous accompagner dans la conception d'ateliers, par exemple d'animation, de choses comme ça. On a aussi des outils qu'on met à disposition directement, on pourra en reparler à la fin si vous le souhaitez. Voilà, puis après, on met en place des campagnes de sensibilisation et on fait un petit peu d'ingénierie, d'accompagnement de projet. Je vais pas m'étendre là-dessus. Vous voyez ici un petit aperçu de nos partenaires qui sont des partenaires publics. Et puis, depuis tout récemment, on a la Fondation Léa Nature au travers de 1% Force de Planète, qui est une campagne en fait internationale pour financer des projets de protection de la planète en fait, voilà, et de la biodiversité. Donc, aujourd'hui, on va voir un peu ce que je disais, les enjeux de l'eau, les solutions à mettre en place, des ressources disponibles, et puis on se prendra un petit temps d'échange à la fin. Alors, les enjeux de l'eau, donc je vais commencer par des choses assez générales. Peut-être que certains, c'est des choses que vous connaissez déjà. Je vais passer assez vite. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Pour démarrer, et ça me semble essentiel de commencer par là, c'est de comprendre un peu l'eau sur notre planète, où est-ce qu'elle se trouve et comment elle circule. Donc voilà un peu les grands réservoirs d'eau sur notre planète Terre. Donc vous en avez et bien évidemment la grosse partie dans les océans. Et en fait, cette eau va circuler de réservoir en réservoir. Donc elle va se retrouver bien avec l'évaporation
dans l'atmosphère, puis cette eau sous forme de vapeur va condenser, va former des gouttelettes et va retomber sous forme de précipitations qui peuvent être la pluie ou la neige. Cette eau donc retombe à la surface des sols et elle va là soit ruisseler euh, par l'intermédiaire des rivières, des cours d'eau, des fleuves pour revenir finalement aux océans ou s'infiltrer dans les sols. Donc ça dépend effectivement du substrat, du sol. S'il est perméable et va laisser passer l'eau, l'eau va pouvoir s'infiltrer dans les sols, ce qui va donner en fait une réserve d'eau souterraine, donc ce qui constitue nos nappes souterraines. Voilà, et vous avez un écoulement souterrain qui progressivement, alors beaucoup plus lentement que dans les rivières, va rejoindre tout doucement les océans. On va pouvoir aussi alimenter les rivières et les fleuves. Donc ça, c'est la base, mais c'est important de comprendre un petit peu ce cycle de l'eau général pour voir un peu les interconnexions qu'il peut y avoir entre ces différents réservoirs. Voilà, alors l'eau disponible à la surface de la planète, c'est essentiellement dans les océans. Donc 97%, c'est la petite goutte d'eau qui est tout en haut à gauche, hein. 97% de l'eau est contenue dans les océans. Donc c'est de l'eau salée qui n'est pas disponible en fin de compte pour les êtres vivants. Il nous reste donc 3% d'eau douce. Et parmi ces 3% d'eau douce, vous en avez 77% qui est contenu dans les glaciers, donc pas disponible pour les êtres vivants. Donc il nous reste l'eau dans le sol et alors l'eau dans le sol, 22% pas forcément accessible. Et là-dedans, vous n'avez plus que 1% d'eau douce vraiment disponible, accessible. Donc, je ne sais pas si vous voyez le ratio, ça fait très peu d'eau finalement disponible pour les êtres vivants, hein, je ne parle pas que des humains, pour les êtres vivants en général. Et dans ces 1%, eh bien, voilà la répartition. Donc, vous en avez une grande partie dans les lacs, l'eau dans le sol, donc c'est les nappes souterraines, et ensuite vous avez les rivières. Donc, voilà un petit peu la quantité qui reste disponible, et ça, c'est à la surface du globe terrestre. J'aime bien cette image, c'est juste pour qu'on se rende compte en fait de la quantité d'eau sur la planète. On a l'impression, alors on parle souvent de la planète bleue parce qu'elle est recouverte d'eau. De loin, enfin voilà, depuis l'espace, elle est toute bleue. Mais finalement, cette eau, si on rassemble toute l'eau dans un volume, on se rend compte que ça prend pas tant de place que ça et qu'il n'y en a pas tant que ça. Vous voyez ici la totalité de l'eau par rapport au volume de la Terre, ça représente très peu. Et on voit aussi en comparaison le volume d'eau douce et le volume d'eau potable qui est à peine distinct. Donc voilà, ça permet d'avoir un peu une vision plus imagée de la quantité d'eau disponible sur la planète. Alors, un petit mot sur l'accès à l'eau potable quand même dans le monde, hein. Un rappel, il y a 33%, donc c'est un tiers de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau potable quand même. C'est toujours bon de le rappeler. Donc voilà, on a quand même de la chance en France et dans nos pays occidentalisés. Et 33% de la population qui n'a pas de WC, qui n'a pas de conditions d'hygiène sanitaire suffisantes. Donc ce qui entraîne évidemment beaucoup de maladies. Voilà, c'est quand même important de replacer ça dans le contexte global. Et l'accès à l'assainissement, hein, vous voyez, plus de 80% des eaux dans le monde sont reversées sans traitement. Donc les eaux usées sont déversées sans dépollution dans les milieux. Plus de 80%, c'est quand même énorme. Voilà, pas oublier que l'eau insalubre est effectivement la première cause de mortalité dans le monde. Donc là, c'est une carte en fait qui montre un petit peu la répartition, le pourcentage de population qui a accès à l'assainissement. Donc on voit, voilà, l'Europe, effectivement, tout est bien aménagé, mais vous voyez que ce n'est pas le cas de pas mal de pays dans le monde. Alors, si on rentre un petit peu plus au niveau de la France, donc sur les prélèvements, alors les prélèvements globaux, ça représente 32 milliards de mètres cubes d'eau douce prélevés qui sont répartis de la façon suivante. Donc c'est le tout premier camembert en haut. Donc vous voyez que le principal usage, enfin pas usage, prélèvement, on parle bien des prélèvements.
C'est 51% qui vont dans le refroidissement des centrales électriques, donc les centrales nucléaires essentiellement. Ensuite, on a l'alimentation des canaux, on a la production d'eau potable. Donc, production d'eau potable, c'est pour alimenter nos robinets. Et ensuite, l'usage agricole, finalement, ne représente que 9% et l'industrie, 8%. Donc ça, c'est vraiment les prélèvements. Ensuite, si on regarde vraiment les consommations, les usages, alors, quelle distinction on fait entre les deux? C'est juste que dans le premier, vous avez de l'eau qui est prélevée, mais qui peut être rejetée dans les milieux. Donc, elle est restituée. C'est le cas notamment des canaux, puisqu'elle va revenir dans le milieu naturel, dans le fleuve ou dans l'océan. Pareil pour les centrales électriques, vous avez une partie qui sert au refroidissement, mais qui est rejetée ensuite dans le milieu. Alors, elle est rejetée, parfois elle est plus chaude, donc ça pose un peu des problèmes aussi au niveau de la biodiversité, mais elle est restituée. Donc en termes quantitatifs, du coup, on peut la décompter. C'est pour ça qu'on a ces deux camemberts. Et c'est important de faire la distinction parce que parfois, dans les chiffres qu'on entend dans les médias ou présentés à droite à gauche, voilà, on n'a pas les mêmes pourcentages et on peut être un peu perdu. Donc, si on parle vraiment en usage, consommation, donc une eau qui ne va pas être restituée, voilà la répartition. Donc, c'est effectivement l'agriculture qui utilise plus d'eau. Et ensuite, c'est nous. Enfin, c'est nous, c'est la production d'eau potable, l'alimentation en eau potable, donc qui représente 26%. Et ensuite, on aura, alors le refroidissement des centrales, il y en a quand même une partie qui n'est pas restituée, hein, qui s'évapore, c'est ces vapeurs d'eau là, qui s'échappent des cheminées. Et puis l'usage industriel, vous voyez que finalement, il est assez faible par rapport au reste. La consommation domestique moyenne par habitant, donc en France, vous voyez qu'on est à 150 litres, alors 149, je crois, voilà, 150 litres, on peut arrondir, par personne et par jour, contre, pour vous donner un élément de comparaison, contre 10 litres par jour par personne au 19e siècle. Donc vous voyez quand même que l'arrivée de l'eau courante dans les habitations a quand même pas mal changé la donne. Si on se compare avec les autres pays, ça donne un peu des éléments de comparaison. On n'est pas les pires, loin de là. Vous voyez que les USA, ils sont à 600 litres par jour, par habitant, c'est énorme. Et le Canada, je crois, sont vraiment les plus mauvais élèves avec 700. Alors moi, j'avais 700 en tête, mais là, j'ai trouvé ce chiffre-là sur le centre d'information sur l'eau. 800 litres par jour par personne, ce qui est considérable. Et vous voyez qu'à l'inverse, eh bien, il y a des pays où ils sont vraiment très en dessous de ces quantités, où là vraiment, il y a un manque. Alors, c'est l'OMS qui stipule qu'en fait, on peut remplir tous nos besoins journaliers sans forcément manquer avec 30 litres par jour. On devrait pouvoir se satisfaire de 30 litres par jour par personne. Voilà, alors on en est très loin, hein, vous voyez, avec 150 litres. Pourquoi? Parce qu'on a des robinets qui coulent très fort, parce qu'on a des douches qui coulent très fort et longtemps, souvent. On a des machines à laver, voilà, on va en reparler un petit peu des usages, mais effectivement, on a une marge de progression qui est considérable quand même. Quelques chiffres en France, voilà, bon, ça je peux passer. D'où vient l'eau du robinet en France? De façon globale, voilà un peu le cheminement. Donc là, on est plus sur le cycle de l'eau, pour le coup, domestique. Donc l'eau potable provient, donc elle peut venir en fait soit des nappes souterraines, soit des lacs, soit des rivières, fleuves, donc des eaux de surface. En Nouvelle-Aquitaine, elle vient à 80% des nappes souterraines. Donc essentiellement des nappes souterraines, parce qu'on a de la chance, et enfin voilà, j'ai une diapo qui présente un peu ça, mais on a de la chance dans le Grand Sud-Ouest d'avoir un peu un sol un peu comme une éponge qui va pouvoir retenir l'eau et puis voilà, constituer des réserves d'eau sous nos pieds, ce qui n'est pas le cas de toutes les régions françaises. Donc cette eau, elle est prélevée, elle est traitée pour être rendue potable, donc elle subit voilà, différents traitements dans les usines de potabilisation, c'est le numéro 2 que vous avez sur ce petit schéma. Elle est traitée, souvent du chlore est injecté pour être sûr qu'elle ne soit pas contaminée pendant l'acheminement.
Et puis, elle est emmenée dans des châteaux d'eau, dans des réservoirs d'eau. Donc, c'est le numéro 5 que vous avez sur le petit schéma. Là, elle est stockée et ensuite, elle est envoyée dans les villes, dans les habitations, dans les hôtels, dans les campings, partout, en fait, où il y en a besoin. Et ensuite, à partir du numéro 7, vous allez avoir toute la partie, alors on ne la voit pas, mais après, il y a toute la partie assainissement. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est passée par les habitations, une fois qu'elle est rejetée, elle va partir dans le réseau des eaux usées. Donc, elle va aller dans soit une station d'épuration qui va la traiter et la rejeter dans le milieu, soit aller dans des collecteurs individuels, fosses septiques, pour être traitée individuellement, collectée ou directement rejetée dans le milieu. Donc, voilà un peu le circuit domestique du début à la fin. Alors, on n'a pas la partie assainissement, il faudra peut-être que je la rajoute d'ailleurs sur cette diapo. La gestion de l'eau en France, pour que vous compreniez un petit peu comment c'est fichu, en France, on a 6 grands bassins hydrographiques. Comment ils sont dessinés? Ils sont dessinés selon la ligne de partage des eaux de pluie, c'est-à-dire que quand vous avez une goutte d'eau qui tombe au sol, elle va tomber, elle va suivre la pente. Alors, soit elle s'infiltre dans le sol, soit elle suit la pente. Et en fait, c'est la direction de la pente qui va délimiter les grands bassins versants. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais en gros, les traits rouges qui délimitent les bassins, c'est vraiment la côte qui fait que la goutte d'eau, elle va tomber soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, il y en a 6 en France. Alors, c'est une structuration qui est assez... enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien que la France a quand même été précurseur dans ce découpage et qu'il y a beaucoup de pays qui sont inspirés de ce découpage. Qui est intelligent parce qu'en fait, il suit vraiment le bassin versant des territoires. Alors le problème, c'est que ensuite, on a aussi les collectivités territoriales, et là, vous avez la région Nouvelle-Aquitaine, les limites de la région Nouvelle-Aquitaine qui, du coup, ont aussi la compétence de l'eau. Et pour le coup, c'est pas du tout les mêmes limites. Donc, en fait, vous voyez, pardon, je suis allée trop vite, que la Nouvelle-Aquitaine est à cheval sur 2 bassins hydrographiques. Donc, vous avez le bassin Adour-Garonne en dessous et vous avez le bassin Loire-Bretagne au-dessus. Et ces bassins hydrographiques, en fait, c'est eux qui définissent des grandes lignes directrices, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Donc, en fait, vous pouvez avoir des politiques et des directives qui sont différentes en fonction des bassins versants. Donc, vous voyez que ce n'est pas évident parce que c'est un peu le millefeuille de la gestion de l'eau, mais vous avez beaucoup de structures. Alors, cette diapo, on ne la voit pas très bien et je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est en gros toutes les structures qui gèrent l'eau en France. Donc, vous en avez énormément. Il y a les structures qui font les lois sur l'eau. Vous avez les comités de bassin, donc qui sont directement reliés au grand bassin hydrographique. Ensuite, vous avez le préfet aussi qui peut intervenir. Vous avez les agences de l'eau qui voilà, dépendent aussi des grands comités de bassin. Puis après, en dessous, un niveau en dessous, vous avez les régions qui ont aussi des compétences, qui vont élaborer des plans. Ensuite, un niveau encore en dessous, vous avez les petits comités, les sous-bassins versants. Donc là aussi, vous avez des comités. Voilà, donc je ne rentre pas dans le détail, mais vous avez des commissions locales de l'eau qui, là aussi, à échelle beaucoup plus locale, vont élaborer des plans de gestion de l'eau et de protection des ressources. Et puis, vous avez encore les départements et d'autres structures qui peuvent agir sur l'eau. Et enfin, sur la gestion de l'eau, l'approvisionnement en eau potable, eh bien, c'est de la responsabilité des communes, donc, ou des communautés de communes et syndicats mixtes. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de structures qui s'occupent de l'eau. Voilà, donc toutes ces structures essaient de travailler en bonne intelligence, mais ce n'est pas toujours évident, surtout quand on découvre le milieu. Alors, l'eau est partout. Alors là, sur le bassin Adour-Garonne, en tout cas, vous voyez un petit peu le réseau hydrographique. On voit que l'eau prend beaucoup de place. La Nouvelle-Aquitaine compte 74 000 km de cours d'eau, de nombreux lacs, de zones humides, de réserves souterraines, évidemment, qu'on ne voit pas là. Mais en fait, voilà, le sud-ouest est vraiment très, très riche au niveau des ressources en eau.
Il y a une grande diversité climatique sur la Nouvelle-Aquitaine. On a effectivement des climats océaniques sur la côte, mais on a aussi du continental, on a du montagnard, on a un petit peu de méditerranéen aussi, donc ça fait beaucoup de différences de territoires. On a une grande diversité de milieux avec voilà, des dunes, des étangs, des lacs, des présalés, des tourbières. Il y a beaucoup de milieux différents et du coup, chaque milieu a ses spécificités, a sa propre biodiversité, donc des écosystèmes remarquables avec 123 espaces naturels protégés. Euh, donc une hydrographie riche, c'est ce que je vous disais, et puis malheureusement une pression anthropique qui est très marquée du fait de l'attractivité du territoire et d'une très forte augmentation démographique. Je crois que j'ai une diapo un peu plus loin qui présente l'évolution. Et on a, comme je disais précédemment, des acteurs variés. Et je n'ai pas parlé aussi des associations, des citoyens usagers, mais qui ont aussi leur mot à dire dans la gestion de l'eau, heureusement, puisqu'ils sont représentés dans les comités de bassin et dans les commissions locales de l'eau à des échelles plus locales. Alors, l'Aquitaine, il y a 200 millions d'années, voilà à quoi ça ressemblait. Donc en fait, l'Aquitaine était sous les eaux. Donc je fais cette petite parenthèse parce que c'est, de mon point de vue, intéressant. J'ai fait de la géologie, donc forcément, moi, je trouve intéressant de le montrer. Mais en fait, l'Aquitaine était sous les eaux il y a 200 millions d'années et parce que le climat était plus chaud. Donc il y avait plus d'eau dans les océans, donc ça prenait plus de place sur le territoire. Et en fait, pendant cette période-là et jusqu'à 30 millions d'années avant notre ère, l'eau prenait beaucoup de place. Alors, il y a eu des périodes comme ça de transgression, régression, donc les océans sont montés et redescendus, donc c'est pas à l'échelle d'une journée, hein, c'est à l'échelle de millions d'années. Euh, et pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, ça a façonné vraiment notre paysage de l'Aquitaine aujourd'hui, ou du Grand Sud-Ouest avec du coup les montagnes, ce réseau hydrographique très dense et aussi cette réserve d'eau souterraine. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant cette période, vous avez beaucoup de mollusques, de coraux, de très grande biodiversité aquatique avec des espèces qui avaient des coquilles ou des carapaces en calcaire. Et tout ce petit monde, en fait, s'est déposé au fond des océans. Avec le temps, ça s'est tassé, ça a sédimenté et ça a formé ce qu'on appelle le calcaire, qui constitue vraiment la base de notre socle du bassin aquitain. Et en fait, c'est hyper important parce que le calcaire, c'est une roche qui est poreuse, un peu comme une éponge. Et l'eau peut s'infiltrer dedans. Et la chance, en plus, qu'on a dans le bassin aquitain, c'est qu'on a des alternances. C'est une sorte de millefeuille avec des alternances de calcaire et d'argile. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est que l'argile étant, elle, imperméable, on a une superposition de couches perméables-imperméables, ce qui fait que les nappes souterraines profondes ne sont pas en connexion avec celles du dessus. Et ça, c'est une chance énorme parce que ça veut dire que les nappes de surface, qui sont souvent plus vulnérables aux pollutions, ne sont pas connectées avec celles du dessous, ce qui fait qu'on a des nappes profondes qui sont de très bonne qualité. Alors, ce n'est pas valable sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, malheureusement, parce que ce n'est pas fichu comme ça dans tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Mais ce que je vous dis, c'est valable quand même sur une grosse partie des départements de la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà un peu, bon, si on regarde une coupe du sous-sol, je ne vais pas passer trop longtemps dessus, hein, mais on voit qu'il y a voilà, on voit le millefeuille, vous voyez. Donc les couches perméables, les petits points, c'est là où vous avez les nappes souterraines, et puis les couches roses, c'est les nappes imperméables, donc qui permettent de séparer les couches, les nappes entre elles. Voilà. Et généralement pour l'eau potable, si on en a en fonction des territoires, on va plutôt pomper dans ces nappes profondes qui sont de très bonne qualité. Et il y a besoin de très peu de traitement pour la plupart. En Gironde, par exemple, elle est quasiment potable à la sortie. Voilà. Alors malheureusement, elles sont plutôt surexploitées, hein, ces nappes, ce qu'on va voir après. Enfin, en tout cas, c'est le cas en Gironde. Donc on est obligé de limiter les prélèvements, de réduire
les prélèvements et d'aller chercher des ressources qui sont autres, voilà, pour compenser. Donc c'est une eau aussi, alors là il n'y a personne qui vient de la Gironde, donc je ne vais pas m'étendre, mais par exemple sur le territoire girondin et au niveau de Bordeaux, c'est une eau qui a 18 000 ans. Parce qu'en fait, elle a parcouru beaucoup de chemins, elle s'infiltre au niveau du Massif central, elle coule sous nos pieds très en profondeur, elle met beaucoup, beaucoup de temps, elle met des milliers d'années pour parcourir ce chemin dans le calcaire. Donc c'est très long, c'est ce qui fait aussi qu'elle est très pure. Ça, c'est un autre schéma de nappe, voilà, nappe captive. Bon, ça, c'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues, je ne vais pas m'étendre dessus, mais nappe captive, quand on parle de nappe captive, c'est des nappes qui sont généralement profondes et pas en connexion avec la surface. Donc, c'est souvent des nappes qui sont justement préservées, voilà, des pollutions de surface que je disais, c'est plutôt là-dedans qu'on va aller pomper pour l'eau potable. Quelques chiffres justement sur ces nappes captives du bassin aquitain. Donc ces fameuses nappes profondes. Donc elles sont évidemment très utilisées, hein, vous voyez, pour l'alimentation en eau potable, c'est le petit camembert, c'est la partie bleue. AEP, ça veut dire alimentation en eau potable. Et finalement très peu, moins pour l'irrigation. Donc vous voyez, quand on oppose souvent parfois, on entend ce discours je vois pas pourquoi je ferais des économies, sachant que les agriculteurs arrosent toute la journée. Voilà, bon, je prends un exemple, mais parce que nous, en tant qu'asso, c'est un discours qu'on entend souvent voilà, enfin, du public, des familles, des usagers. Voilà. En fait, c'est pas les mêmes sources. En fait, les agriculteurs vont plutôt pomper dans les nappes de surface. Et vous voyez que les nappes captives profondes sont essentiellement utilisées pour l'alimentation en eau potable. Alors évidemment, un peu l'industrie, le thermalisme évidemment, faut pas l'oublier, aussi pour la géothermie, mais en général c'est restitué, et aussi un peu la pisciculture, mais ça reste très faible. Interaction nappe profonde, enfin nappe haute surface, c'est important de le comprendre, comprendre que l'eau des nappes, que quand on pompe dans les nappes, c'est directement en lien quand même avec la surface, parce que les nappes alimentent les rivières et les fleuves. Donc là, vous avez un petit schéma qui permet voilà, qui montre un petit peu le lien. Soit la nappe alimente la rivière, soit la rivière alimente la nappe. Enfin, souvent, les deux sont connectés d'une façon ou d'une autre. Et quand on pompe, ça fait diminuer l'eau dans la nappe, donc ça diminue la pression de la nappe. Mais du coup, ça va avoir un impact sur la rivière aussi, qui va baisser en niveau. Ça, c'est hyper important à comprendre parce que l'été, euh, on a quand même 80 ou presque la totalité du débit des rivières qui provient des nappes. Donc, c'est directement en lien. Et effectivement, les rivières, eh bien, enfin, le réseau hydrographique de surface est évidemment très très important, vous vous en doutez, puisqu'il est en connexion avec la faune et la flore. Il constitue énormément de ressources et de réserves pour les zones humides, pour les présalés, pour les prairies inondées. Enfin, c'est voilà, important de garder un minimum de débit dans les rivières. Et c'est pourquoi il y a des zones enfin, des périodes de restriction quand on arrive en période voilà, d'été. Alors les rivières ont évidemment un rôle très très important, hein, au niveau de la fonction écologique des cours d'eau. Donc elles sont évidemment, c'est une réserve pour la faune et la flore des habitats. Évidemment, il y a aussi une fonction hydraulique, puisqu'elles vont permettre de réguler voilà, les inondations, réguler les crues, contribuer à l'auto-épuration et à la recharge des nappes phréatiques, donc je l'ai dit juste avant. Euh, les rivières hébergent un très grand nombre d'espèces, vous voyez, 100 000 espèces d'eau douce que la Terre abrite, donc c'est extrêmement important de préserver aussi les eaux de surface. Et elles ont évidemment une fonction paysagère. Alors malheureusement, toutes ces eaux profondes et de surface enfin, subissent une pression croissante, hein, parce qu'elles sont surexploitées. Il y a une surexploitation qui peut enfin, localiser à certains endroits, et notamment dans les nappes captives. Alors sur la côte et aussi au niveau des métropoles.
On a malheureusement une dégradation qualitative aussi des milieux, et notamment des nappes qui sont un petit peu moins profondes du fait des rejets et des pollutions, alors qu'elles soient urbaines, mais aussi évidemment, vous en doutez, liées un peu à l'agriculture, avec les pesticides, les engrais. Et plus rarement et accidentellement, on peut avoir des pollutions industrielles aussi. Donc tout ça fait que la qualité des milieux diminue. Voilà, il y a une petite carte. Voilà, 2 tiers des masses d'eau superficielles sont dégradées, hein, c'est pas moi qui l'invente, ça c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui a fait ce constat. Donc vous voyez en rouge en fait l'ensemble des cours d'eau qui n'atteignent pas le bon état écologique. 1 tiers des masses d'eau souterraines sont en mauvais état chimique. Donc 57% des masses d'eau superficielles n'atteignent pas le bon état écologique. Donc on a beau avoir beaucoup d'eau en Nouvelle-Aquitaine, c'est pas pour autant une bonne nouvelle parce que une certaine proportion n'est pas en bon état. Et on a quand même une contamination généralisée des cours d'eau par les pesticides en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc quand on cherche les molécules, généralement on les trouve. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on ne cherchait pas beaucoup de molécules, hein. Il y en a plus de 100 000 hein, qui sont aujourd'hui considérées comme potentiellement néfastes pour les écosystèmes. Donc, si on se met à les chercher, il est probable qu'on en trouve beaucoup. Voilà, plus de 110 000 molécules aujourd'hui qui sont répertoriées. Donc, ce qu'on appelle les polluants émergents. Donc, vous avez quelques exemples de, voilà, si on parle un petit peu de qualité aussi, hein, vous avez aujourd'hui les pesticides, on a aussi les métaux lourds, les hydrocarbures. Alors, nitrates, ça c'est plutôt voilà, issu de l'agriculture. On a aussi les médicaments, vous avez dû en entendre parler, mais on en retrouve énormément dans les cours d'eau. Parabènes, bisphénol, caféine aussi, énormément de caféine dans les fleuves, qui sont les résidus, les sorties de stations d'épuration en fait, hein. Voilà, tout n'est pas traité par les stations d'épuration. Une partie de ces molécules sont rejetées malheureusement dans les milieux. D'où l'importance, on y reviendra, de faire attention à ce qu'on met dans ce qu'on utilise au quotidien. 147 tonnes de résidus de médicaments et de pesticides métaux sont renvoyés chaque année dans l'environnement en France, une fois les eaux traitées. Voilà, j'insiste bien là-dessus, c'est-à-dire que même en passant par des stations d'épuration, on a quand même des rejets. Une hausse démographique, effectivement, si on continue sur la pression croissante, hein, on a plus de 15 000 à 18 000 habitants supplémentaires par an en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ce qui est énorme, vous voyez ici l'évolution de la population entre 2013 et 2018, et on voit que c'est vraiment sur la côte, enfin les départements en lien avec le littoral qui ont subi la plus forte évolution, plus de 2% d'évolution en moins de 5 ans. Voilà, et enfin, un mot sur le changement climatique, effectivement, qui accentue tout ça, qui accentue cette pression, puisqu'il y a une hausse envisagée de 2 degrés à l'échelle 2050, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce qui va augmenter les aléas climatiques, donc plus de périodes de sécheresse, plus d'inondations, plus d'événements en fait météorologiques catastrophiques, une raréfaction de la ressource en surface, une mauvaise recharge des nappes puisqu'il pleuvra, alors il pleuvra plus mais moins souvent. Donc quand il pleut beaucoup, quand on a des déluges, en fait l'eau s'infiltre pas bien, ça recharge pas les nappes, ça recharge pas bien les nappes. Donc sachant que ça devrait s'accentuer dans le temps, on va avoir de plus en plus une mauvaise recharge des nappes. Une baisse des débits des fleuves, une hausse de température de l'eau, ce qui va engendrer aussi des problématiques au niveau de la faune et de la flore. Et puis, comme la température de l'air va augmenter, eh bien, on va augmenter probablement les prélèvements d'eau. Donc, il y aura aussi davantage de restrictions à l'avenir. Donc, vous voyez ce beau tableau de l'avenir, mais effectivement, il faut l'avoir quand même en tête, hein. Alors, même si ça reste des prévisions, il y a quand même beaucoup de scénarios avec voilà, des scénarios optimistes et des scénarios moins optimistes. Mais on a quand même, voilà, on est quand même dans une zone d'alerte, et le sud-ouest particulièrement devrait être touché par le changement climatique.
Malheureusement, c'est une des régions de France qui subit le plus le changement climatique depuis ces dernières années. Sur les zones, vous voyez, de restriction, hein, il y a déjà énormément de zones dans le Grand Sud-Ouest qui ont subi des niveaux d'alerte euh, au niveau des restrictions d'usage. Donc là, vous voyez, c'est avant le 9 août. L'élévation du niveau de la mer aussi, qui est quand même à prendre en compte. On prévoit le GIEC de Nouvelle-Aquitaine prévoit une élévation de 20 centimètres. Donc, non, pardon, il y a eu une élévation de 20 centimètres depuis le début du XXe siècle qui est constatée. Et d'ici à 2050, ce qui est envisagé au mieux, c'est une élévation de 30 centimètres. Et là, ce que vous voyez sur la carte, c'est une simulation avec une élévation de un demi-mètre. Donc, vous voyez, c'est l'entre-deux. Donc, on n'est pas à 30 centimètres, on est à un demi-mètre. Et vous voyez qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de zones qui sont impactées. Voilà, donc à prendre en compte aussi quand même à l'avenir. Alors voilà, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous voyez que les prélèvements depuis 2003 dans le bassin Adour-Garonne ont une tendance à diminuer, en tout cas au niveau de l'agriculture et de l'industrie. Il y a moins de prélèvements, donc ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Sauf au niveau de l'eau potable où eh bien, là, on est plutôt sur une stagnation, alors malgré l'augmentation démographique. Donc, ça veut dire que finalement, si on arrive à maintenir à l'équilibre, ça veut dire qu'il y a une diminution. Mais si on prend dans la globalité au niveau des prélèvements en mètres cubes, on est sur une stagnation. Donc, il y a certainement voilà, de ce côté-là une marge de manœuvre encore. Voilà, on voit ici effectivement la diminution des volumes entre 2005 et 2013. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts hein, quand même, et notamment sur les pertes de réseau, donc c'est-à-dire les pertes avant compteur, les fuites sur réseau, en fait, hein, entre le pompage et l'arrivée dans les habitations, enfin les villes et les habitats. On voit que quand même, il y a eu des efforts. Le tourisme, alors là, on a des chiffres un petit peu donc, qui sont issus du SMEGREG. Répartition des zones touristiques en Gironde. Donc, on voit un petit peu le volume consommé par habitant par service. On voit que effectivement la cote au niveau de la Gironde est très concernée. Donc, en fait, ces deux cartes, voilà, ces cartes mettent en relation les volumes prélevés consommés par habitant à gauche. Et à droite, vous avez les zones touristiques, donc fortes, moyennes, faibles. Donc on voit qu'il y a quand même une corrélation entre les volumes consommés par habitant et les zones touristiques en Gironde. Et sur le secteur du tourisme, eh bien, le tourisme est quand même, voilà, représente 13% de la consommation d'eau en Gironde. On voit ici quelques voilà, répartitions des volumes de consommation en mètres cubes en haut et en bas aussi la part de la consommation touristique dans la consommation totale. Et on voit que les départements qui sont proches du littoral sont les plus concernés. Alors, le secteur du tourisme a effectivement des besoins spécifiques, hein. Donc, voilà, il y a l'arrosage des golfs qui, par exemple, représentait 25 000 mètres cubes par an. Et ça, c'est juste par tranche de 9 trous. Sachant que voilà, près de 10% des golfs utilisent de l'eau potable, donc vous imaginez le calcul. On a effectivement le remplissage des piscines, hein, le secteur du tourisme, voilà, il y a beaucoup ont des piscines, des spas, donc ce qui représente une consommation très importante. Il ne faut pas l'oublier, mais il y a aussi voilà, la production de neige artificielle, et puis évidemment, après, tous les services d'hébergement, de restauration et la consommation directe des touristes qui n'est pas moindre, surtout les touristes en vacances, puisque un Français en vacances consomme 230 litres par jour, alors qu'on est sur une moyenne globale de 150 litres quand le Français n'est pas en vacances. Donc on voit que quand même, en vacances, il y a un petit relâchement.
Voilà, et sachant que, ben oui, effectivement, il y a aussi l'eau chaude sanitaire qui représente du coup un coût financier aussi, puisque cette eau, la plupart du temps, il faut la chauffer. Quelques petits chiffres sur le secteur hôtelier. Vous voyez que plus on monte en gamme au niveau des hôtels, plus la consommation est importante. Pour un hôtel 1 à 2 étoiles, on est sur une moyenne de 150 à 200 litres de consommation par chambre. Et plus on monte en gamme, un hôtel 4 étoiles peut monter jusqu'à 500-600 litres d'eau par chambre. Enfin, peut monter, c'est une moyenne, hein, donc ça veut dire qu'il y en a qui vont très au-dessus. Voilà, parce que effectivement, les hôtels 4 étoiles sont équipés restaurants, des bars, blanchisseries, des piscines, des spas, voilà. Et une clientèle qui fait peut-être aussi moins attention aux fluides. En Gironde, les hôtels consomment globalement 800 000 mètres cubes par an. Voilà, donc Gironde, vous n'êtes pas de la Gironde, mais ça vous donne un chiffre, voilà, un ordre d'idée. Et la consommation des chambres représente 80% de la consommation totale de l'hôtel, d'après le SMEGREG. Les cuisines et restaurants représenteraient, quant à eux, 15 à 20% des consommations d'eau dans les hébergements. Donc, ce qui est quand même énorme. Consommation quotidienne. Donc, la salle de bain représente le plus gros de la consommation, hein. Vous voyez que c'est 40% de la consommation dans un logement. C'est la douche, en fait, hein, qui représente énormément de consommation. C'est quotidien. Ensuite, il y a les WC qui représentent une énorme part. Et ensuite, vous allez avoir le lavage du linge, la vaisselle, et puis les usages divers. Alors évidemment, c'est une moyenne, hein. Le jardin représente 6%, mais effectivement, ça dépend des jardins. Consommation d'eau quotidienne, donc voici quelques ordres de grandeur. Vous voyez qu'un bain, c'est entre 150 et 200 litres. Une machine à laver, c'est quand même 60 à 80 litres à chaque machine. Ça peut aller jusqu'à 130 litres pour les modèles anciens. Les machines récentes sont beaucoup plus économes, surtout voilà, quand elles comportent un programme économique qui est souvent économique en énergie et en eau. Voilà, mais ça peut être assez considérable. Les douches, ça peut aller très vite aussi, hein, sachant qu'un pommeau de douche, c'est en moyenne 18 litres à la minute. Donc, vous faites le calcul, hein, en 10 minutes, vous avez dépensé autant d'eau que si vous aviez pris un bain. Une douche de 5 minutes, c'est quand même 70 à 100 litres déjà. Donc, voilà, on se rend compte effectivement dans un hébergement, quand il y a plusieurs chambres, plusieurs salles de bain, ça peut aller très très vite. Voilà. Les lave-vaisselle, c'est moins important que les lave-linges, mais ça consomme quand même de l'eau, moins qu'une vaisselle à la main. Il vaut mieux faire une vaisselle en machine qu'à la main. Généralement, en plus, il y a des programmes économes maintenant. Voilà, et l'arrosage du jardin, vous avez le débit à peu près que ça peut représenter, donc vous multipliez par la taille de votre jardin. Je ne vous ai pas demandé si vous aviez des espaces verts. J'imagine que pour certains, oui. Et la chasse d'eau, c'est 10 litres à chaque chasse. Si vous avez des chasses d'eau à double commande, c'est 3 et 6 litres, donc c'est difficile d'être plus économe avec les modèles de chasse économiques. Un robinet qui goutte, pour information, ça peut monter jusqu'à 100 litres d'eau par an, ce qui est absolument considérable. Donc, vous voyez là quelques chiffres aussi. Un logement standard, donc généralement, une personne va consommer 40 à 50 mètres cubes par an. Voilà la consommation sur l'année, ce qui représente une facture de 140 à 75 euros en moyenne. Donc ça, c'est un calcul qui a été fait sur Bordeaux Métropole, hein. Donc vous avez le coût en dessous qui est à 3 euros. Donc qui comprend aussi l'assainissement, qui comprend l'approvisionnement et l'assainissement. Donc voilà. Ça dépend effectivement de votre service d'eau potable, mais ça vous donne déjà un ordre de grandeur. Pour voilà, une famille standard, 4 personnes, on est sur une échelle de 130 à 185 mètres cubes par an, ce qui représente à peu près 500 euros à l'année de facture d'eau. Voilà, ça donne déjà un peu une échelle.
Alors, en économisant l'eau, et on va voir comment, on peut atteindre 20% à 40% d'économie. Donc, vous voyez un logement standard, donc c'est exactement le même tableau qu'auparavant. Et les économies d'eau, donc vous voyez en termes de mètres cubes par an, on a quand même beaucoup de diminution. Hein. On peut passer de 130 à 85 pour une famille de 4 personnes à 90 à 125 de consommation, donc une belle économie quantitative. Et sur la facture d'eau aussi, on peut avoir une importante baisse. Donc ce n'est absolument pas négligeable. Ah oui, un petit mot aussi pour vous dire que quand même la consommation d'eau, c'est pas juste la consommation d'eau qu'on utilise au quotidien. Il y a aussi toute cette eau qu'on ne voit pas, l'eau invisible, qu'on peut appeler aussi l'eau virtuelle, ou qu'on peut appeler encore l'empreinte eau. Donc l'empreinte eau, c'est l'ensemble de la consommation d'eau visible et invisible. C'est un peu flou, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà quelques sortes de grandeur qui peut être aussi rappelé à votre clientèle ou aussi c'est des choses que vous pouvez prendre en compte si vous avez voilà un service de restauration. Mais c'est vrai que on l'oublie ou on n'en a pas conscience, mais en fait il faut de l'eau pour fabriquer tous nos produits de quotidien, pour fabriquer notre alimentation, pour fabriquer nos vêtements. Et en fait, toute cette eau, souvent, c'est pas de l'eau qui est utilisée en France, hein, elle vient de d'autres pays, puisque la fabrication se fait plutôt à l'extérieur. Par exemple, le café, c'est pas nous qui arrosons le café, c'est pas nous qui transformons le café. Pareil pour le blé, pareil pour le coton qui va servir à fabriquer nos habits. Donc ça, c'est voilà, c'est des petites choses qu'il faut aussi avoir en tête. Et c'est assez considérable. Hein. Voilà, donc j'ai fait le tour des enjeux. J'espère que ça répondait un peu à ce que vous attendiez des enjeux de l'eau en Nouvelle-Aquitaine. Je suis passée assez vite sur certaines choses. Alors, les solutions. Donc, je vais essayer de dresser un peu un panel des solutions possibles. Alors, évidemment que ce n'est pas exhaustif, hein, et je pense qu'après, Maryse et Mathilde de l'Interfilière pourront apporter des compléments. Et puis, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont à votre disposition aussi, des fiches pratiques qui vous permettront d'aller un peu plus loin sur certains sujets. Donc les solutions, déjà, la première solution qui s'offre à vous, c'est déjà d'optimiser l'existant. Donc on va parler de sobriété, c'est-à-dire qu'avant d'investir dans du matériel, de mettre en place des actions de sensibilisation, alors c'est très bien, hein, mais déjà se pencher sur l'existant. Donc aujourd'hui, c'est essayer de savoir est-ce que vous avez par exemple un plan de votre réseau de distribution. Si vous n'en avez pas, ça vaut peut-être le coup de vous en faire un. Donc ça, évidemment, après, ça représente un coût, mais c'est des questions déjà à se poser. Première chose à faire, c'est de faire un suivi de vos consommations. Est-ce que chaque mois, par exemple, vous relevez votre compteur? Est-ce que vous arrivez à avoir cette vue-là? Si vous ne le faites pas, c'est peut-être quelque chose à mettre en place. Suivi des compteurs, c'est important parce que ça vous permet de détecter les fuites. Donc, et les fuites, on voit que ça représente énormément en consommation. Donc, je dirais que c'est vraiment la première chose à faire, la détection, suivi des consommations, détection des fuites. Certains services d'approvisionnement en eau proposent un service de télé-relève à distance avec un système d'historique journalier. Donc, c'est peut-être quelque chose. Enfin, renseignez-vous auprès de votre service parce que c'est des choses qui peuvent être mises en place à des coûts vraiment très faibles et ça peut être vraiment intéressant pour vous d'avoir ce suivi journalier. Alors évidemment, détection des fuites, réparation, bien entendu. On l'oublie peut-être, mais la mesure de la pression. En fait, normalement, la pression dans un logement, enfin un logement ou un hôtel, un camping, elle est aux alentours de 3 bars. Parfois, la pression est très nettement supérieure, ce qui va vous occasionner une consommation d'eau considérable. Si vous dépassez les 3 bars, peut-être que ça vaudrait le coup d'investir dans des régulateurs de pression. Vous avez des solutions en fait pour diminuer la pression, donc ça peut être intéressant aussi de l'envisager. Vous pouvez aussi évidemment aller plus loin dans cette phase-là en réalisant un diagnostic complet. Alors là, ça sera un petit peu plus onéreux, mais voilà, c'est des choses qui sont intéressantes sur le long terme. Donc faire un état des lieux, hein, l'analyse des données, mise à jour de votre plan du réseau,
un schéma de sectorisation du réseau sur des campings ou sur des surfaces qui sont très étendues, ça peut être intéressant. Voilà, l'analyse du fonctionnement du système qui permet de localiser des zones qui peuvent être fuyardes par rapport à d'autres, en fait, hein. Donc, il y a des structures qui sont en capacité de vous réaliser ces diagnostics et puis qui peuvent vous offrir ces différents services. Voilà, et évidemment, la recherche de fuite et qui mettent ensuite en place un programme d'action avec voilà, un entretien annuel de l'équipement. Donc, ça peut paraître onéreux, mais c'est vrai que sur le long terme, ça peut être intéressant aussi. Quelques chiffres sur les fuites, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, mais vous voyez, un robinet qui goutte, ça peut monter à 90 € par an. Un filet d'eau, on peut vite monter à 365 € par an, c'est très précis. Une chasse d'eau bloquée, vous voyez, les chasses d'eau, quand en fait elles se bloquent et qu'elles coulent en continu, ça peut être considérable. Donc, d'où l'intérêt de voilà, commencer par vérifier l'existant, réaliser un diagnostic et un entretien de l'actuel, voir s'il n'y a pas de soucis. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Ensuite, bah, voilà, sur les économies, donc l'intérêt, donc, c'est de réduire les consommations. Donc là, vous allez avoir plusieurs solutions à disposition, hein. Il y a déjà investir dans l'équipement, bien sûr qu'on va détailler un petit peu, mettre en place un changement des pratiques, donc être plus sur le changement de gestes, des gestes économes en interne. Donc, sensibiliser les collaborateurs à ces gestes, à ces nouvelles pratiques, et aussi évidemment la clientèle. Alors, sur le matériel, donc ça, c'est des choses que vous devez connaître probablement. C'est le petit matériel facile à installer. Alors, facile à installer, mais qui peut représenter aussi un coût important en fonction du nombre de chambres, hein, bien sûr. Mais vous avez voilà, les régulateurs de débit, enfin les petits mousseurs pour installer aux embouts des robinets. Vous pouvez mettre des régulateurs de débit pour la douche ou carrément des douchettes hydroéconomes, donc changer le pommeau de douche. Donc, ce qui est un peu plus onéreux, mais peut-être plus intéressant en termes de confort pour la clientèle. Il y a des petits systèmes aussi dans les WC très simples, c'est mettre un volume compensateur dans le réservoir des WC. Donc ça, c'est valable si vous n'avez pas déjà un système hydroéconome. Si vous avez un réservoir à l'ancienne de 10 litres, vous pouvez insérer dedans un volume, ce qui diminue d'autant la quantité d'eau à chaque fois que vous tirez la chasse. Alors, vous avez des petits sacs WC, je crois que, voilà, voilà, on le voit là à gauche, un sac WC, vous pouvez mettre ce type d'équipement qui coûte pas cher, mais tout simplement, vous pouvez mettre aussi une bouteille d'eau bien lestée, remplie de sable. Voilà, si vous avez des réservoirs classiques, ça fonctionne très bien et ça vous évite d'acheter des équipements, même si c'est pas très onéreux, ça marche tout aussi bien. Voilà, évidemment, après, vous avez le système des toilettes sèches. Donc là, on rentre vraiment dans autre chose. Mais là, pour le coup, vous allez être vraiment très économe. Mais là, on part sur autre chose. Mais c'est vrai que sur un camping, par exemple, ça peut être intéressant. Vous voyez que la rentabilité est inférieure à 1 an. Donc ça, c'est des choses qui sont simples à mettre en place et sur lesquelles vous allez vous retrouver très facilement. Ces chiffres-là, je précise quand même que c'est à l'échelle, c'est des chiffres qui sont calculés à l'échelle domestique. On n'est pas sur le secteur hôtelier, donc on est vraiment à l'échelle de voilà, une salle de bain dans un logement. Mais vous pouvez quand même réaliser jusqu'à 30% d'économie d'eau, hein, à l'échelle d'un logement, d'un habitat domestique. Donc, vous imaginez à l'échelle d'un hôtel ou d'un camping. Voilà, donc ça c'est juste pour illustrer un douchette hydroéconome. Vous devez connaître les réducteurs de débit, c'est la même chose, mais ça permet de pas changer les douchettes. Voilà, si par exemple vous avez investi dans des belles douchettes un peu high-tech, mais qu'elles sont pas hydroéconomes, sachez que vous avez la possibilité quand même de réduire le débit avec ces petits systèmes. Voilà, ça s'insère juste entre le robinet et le flexible. Et au lieu d'être à 18 litres à la minute, vous passez à 8 litres à la minute. Donc, vous réduisez par 2 le débit. Aérateur. Excusez-moi. Oui. Les économies dans la diapo d'avant, Oui. je vois pour les toilettes, c'était 5 à 15 euros, mais c'est par an, c'est par mois, parce qu'on parlait par an beaucoup, mais ça me Non, semble c'est trop peu. l'achat. Ah, pardon. Non, alors ce que vous voyez en haut, c'est l'achat, c'est le coût D'accord, de combien ça coûte. Oui, d'accord. pardon. Je croyais que c'était le gain économique. Non, le gain, il est en bas. C'est entre 50 et 150 € par habitation quand on s'équipe.
quand on s'équipe. Ouais. Du tout. Et donc là, c'est par an le gain, hein. Oui, Très bien, merci beaucoup. voilà, donc on voit les petits mousseurs. D'autres types de douchettes hydroéconomes qui peuvent être plus pédagogiques mais intéressantes pour votre clientèle. C'est celles qui changent de couleur. Donc l'interfilière avait mis à disposition plusieurs exemplaires. Certaines structures ont pu en recevoir, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc le coût est plus onéreux, mais par contre, il y a un vrai but pédagogique. Voilà, si pour autant vous avez une affichette qui explique en fait le changement de couleur, c'est plus l'usager va utiliser de l'eau et plus on va rentrer dans un code couleur un peu d'alerte, donc vert quand tout va bien, et passer une certaine quantité d'eau, le pommeau va tendre vers le rouge. Voilà, vous avez plein de gammes différentes et de modèles, mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour sensibiliser votre clientèle. Sur du matériel, donc là, c'est du matériel peut-être un peu moins facile à mettre en place puisque c'est du matériel qui va remplacer l'ancien. Mais vous avez les fameuses doubles commandes de WC, donc vous avez le prix, des échelles de prix en face. Alors, les échelles de prix que vous avez là, elles n'ont pas été revues depuis, je pense, 5-6 ans. Donc, il est possible que, voilà, faudra qu'on prenne le temps de les remettre à jour. Mais ça donne déjà un peu un ordre d'idée. Vous avez aussi plein de mécanismes hein, pour les WC, les mécanismes de WC interrompables, vous savez, où vous appuyez, puis quand vous lâchez, tac, ça remonte et ça s'arrête. Vous appuyez une deuxième fois, ça s'arrête. Voilà, il y a toutes sortes de systèmes qui globalement se valent à peu près tous et qui sont intéressants en termes d'économie d'eau. Évidemment, les robinets temporisés peuvent être intéressants sur les espaces collectifs. Donc, les robinets temporisés, c'est ceux qui s'arrêtent tout seuls, hein. Donc là, pareil, il y a plein de systèmes différents. Les mitigeurs avec butée, qui peuvent être intéressants dans des chambres, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez, c'est les fameux robinets où vous avez une butée, donc ça s'arrête au milieu, donc qui permet de limiter le débit. Et puis, vous pouvez débrayer pour augmenter le débit. Même dans des cuisines, c'est des choses qui peuvent être intéressantes aussi quand voilà, vous rincez des choses, vous le mettez à moitié. Et puis, quand vous avez besoin de remplir des récipients, vous déverrouillez le débit. Voilà, ça permet de ne pas gaspiller, de ne pas mettre le débit à fond à chaque ouverture du robinet. Évidemment, après, vous avez les mitigeurs thermostatiques. Là, c'est plutôt pour les salles de bain. Donc là, c'est un investissement, hein, mais c'est vrai que ça permet de gagner du temps dans le réglage des températures et dans les débits. Alors là, la rentabilité, vous voyez qu'elle est beaucoup plus longue hein, parce que c'est un équipement qui coûte quand même un petit peu plus cher. Je rappelle que voilà, c'est calculé par rapport à un logement et pas par rapport à une structure d'hébergement. Voilà en image quelques systèmes de chasse d'eau. J'en ai pas parlé, mais il y a encore un autre système de chasse d'eau, alors qui est quand même beaucoup plus alternatif, mais qui commence à se développer, c'est les chasses d'eau à séparation à la source. Donc séparation des urines à la source. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, elles utilisent mais vraiment très peu d'eau. C'est le même système que dans les avions ou dans les trains. Vous avez une aspiration, donc vous avez vraiment très peu d'eau, ça fonctionne avec 1 litre d'eau et ça permet de séparer. Alors évidemment, qui dit séparation dit collecte et stockage, mais c'est extrêmement intéressant parce que après derrière, vous pouvez revaloriser par exemple en compost les urines, les exécrats. Voilà, il y a toute une filière là qui est en train de se développer autour de ça et on peut en reparler après. Sur l'équipement, après vous avez l'électroménager économe, donc privilégiez effectivement les nouveaux modèles qui sont A+, A3+, qui permettent de faire des gains importants en énergie et en eau. Vous avez des systèmes de chauffe-eau instantané qui permet, quand on a des grandes étendues en distance ou des étages, de faire un relais pour chauffer l'eau et pas attendre que l'eau chauffe voilà, à un seul point du bâtiment. Des sous-compteurs divisionnaires qui permettent d'avoir un suivi par sectorisation et de repérer les fuites très rapidement sur un secteur donné, donc d'intervenir beaucoup plus rapidement.
Les fameux réducteurs de pression dont je parlais tout à l'heure, donc ils sont utiles au-delà de 3 bars. Et alors, si vous dépassez les 6 bars, effectivement, ça devient quasiment indispensable. Et après, il y a d'autres systèmes innovants, intelligents, avec des capteurs connectés. Voilà, on ne va pas rentrer dans tout ce qui se fait, mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se font et qui sont sur le marché. Vous avez aussi des équipements pour la piscine, par exemple des bâches. Couvrir une piscine la nuit, ce qui permet d'éviter déjà en termes d'énergie que l'eau se refroidisse, et puis surtout qu'une partie s'évapore, enfin que ce soit une bâche ou un abri, ça peut être effectivement intéressant. Ou s'il pleut, ou qu'elle se salisse aussi avec des insectes, ou voilà, toutes sortes de choses qui permettent d'éviter de trop la traiter le lendemain, et de trop filtrer et de gaspiller de l'eau. Sur le jardin, en termes de matériel, en 2 mots, hein, par exemple du goutte à goutte, l'arrosage goutte à goutte. Bien sûr, arroser plutôt le matin, plutôt que le soir, ou l'après-midi, puisque c'est là où l'évaporation sera la plus faible. Prendre des bonnes habitudes, bah, c'est aussi choisir les bonnes espèces, au moment de planter, c'est se poser les bonnes questions, c'est-à-dire choisir des espèces qui demandent pas beaucoup d'eau. Hem Laisser de la hauteur de gazon, donc il est recommandé de laisser au moins 6 centimètres de gazon et pas couper trop ras. Voilà, ce qui fait une réserve d'humidité l'été. Donc votre herbe, elle séchera moins vite, et voilà, c'est d'autant mieux aussi pour la biodiversité. Sur l'équipement, bah voilà, vous avez l'arrosage effectivement goutte à goutte, ou les tuyaux microporeux qui permettent de diffuser vraiment au pied des plantes, et de pas qu'il n'y ait pas de déperdition en fait d'eau. Euh, je regarde rapidement. Et ensuite, qu'est-ce que j'aurais oublié là-dedans? Le paillage, évidemment, hyper important. Pailler, pensez à pailler. Il y a plein de systèmes de paillage différents. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais enfin, c'est presque indispensable de voilà, pailler avec de la paille, avec des copeaux de bois. Ça dépend de vos plantes, en fait, mais voilà, ça fonctionne très bien. Pour retenir l'eau, enfin, ça a plein de vertus. Voilà. Et ensuite, on a évidemment les ressources alternatives, mais on va y revenir. C'est récupérer l'eau de pluie, la pluie, le recyclage aussi. Dernière petite chose sur les économies. Voilà, alors les économies, là, on a parlé du matériel, mais vous avez évidemment toutes les économies qu'on appelle actives. Donc, c'est évidemment sensibiliser les collaborateurs en interne. C'est important pour que tout le monde adhère à la démarche, et que tout le monde puisse mettre en place des pratiques qui sont responsables. Alors là, je parle économie d'eau, mais on a effectivement après toute la partie qualitative. Donc ça passe par quoi? Ben, ça passe, on l'a dit, surveiller, réparer les fuites. Évidemment, pas laisser couler l'eau, plutôt faire tremper la vaisselle que laisser couler, remplir les machines, voilà, pas les faire tourner à moitié remplies. Ça peut être intéressant de former quelques personnes sur des vérifications régulières. Voilà, d'avoir une ou plusieurs personnes qui sont vraiment missionnées pour ces vérifications-là. De rappeler régulièrement l'engagement de l'établissement, de faire des piqûres de rappel sur l'engagement de l'établissement. Et quand ils sont voilà, labellisés ou engagés dans des chartes, c'est des choses qui sont régulièrement faites, mais c'est important. Mettre à dispo des aides-mémoires, des guides de procédure pour le personnel, et organiser des temps de formation thématique. Alors effectivement, il faut pouvoir dégager du temps, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi, en fait, pour que les personnes s'engagent, enfin, c'est important qu'elles comprennent le pourquoi aussi. Pourquoi il faut économiser l'eau au-delà du gain financier, mais voilà, il y a aussi le comment, mais il y a aussi la compréhension qui est importante des enjeux. Sensibiliser la clientèle. Bon, voilà, ça, j'imagine, c'est des choses que vous connaissez, hein, les petits gestes, prendre des douches courtes, j'insiste sur le courte, hein, plutôt que des bains. Couper l'eau pendant le brossage des dents, le savonnage, ça, voilà, c'est des choses qu'on voit qui se font de plus en plus, hein. Garder les serviettes, les peignoirs, les draps. Euh, alors voilà, plus longtemps que voilà, pas les changer tous les jours. Pour le petit message, ça peut être voilà, garder-les un jour de plus, par exemple, ce qui incite la clientèle à le garder un petit peu plus, donc ce qui évite de le laver tous les jours. Sachant qu'on le fait tous à la maison, on lave pas nos serviettes tous les jours à la maison, donc c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être facilement mises en place par la clientèle. Appuyer sur le petit bouton de la chasse, ça paraît bête, mais
Mais je pense que beaucoup de gens font pas forcément attention et appuient n'importe où. Surtout que parfois les chasses sont mal réglées, donc en fait le gros bouton, le petit bouton utilise autant que le gros, donc ça c'est pareil, ça fait partie de l'entretien et de la vérification, mais c'est important de vérifier que les chasses à double commande fonctionnent bien. Boire l'eau du robinet plutôt que l'eau en bouteille, donc là, ça va pas inciter à faire des économies d'eau, mais malgré tout, c'est important, plutôt en termes écologiques et environnemental, de voilà, plutôt inciter votre clientèle à boire l'eau du robinet. Donc ça veut dire mettre à disposition de votre clientèle des fontaines à eau, des carafes, voilà, plutôt que de proposer des bouteilles, hein, puisque vous savez certainement que l'eau en bouteille a un impact environnemental très nettement supérieur à celui de l'eau du robinet. Et sur certains territoires, en tout cas de Nouvelle-Aquitaine, c'est quasiment les mêmes, c'est les mêmes nappes. Voilà, et ça coûte 100 fois moins cher. Et voilà, inciter votre clientèle à prévenir en cas de fuite aussi, c'est des choses qui peuvent être rappelées. Voilà. Sensibiliser la clientèle aux enjeux, donc ça peut être des choses qui peuvent être mises en place aussi, proposer des animations, de l'affichage, communiquer sur votre démarche environnementale aussi, via des questionnaires de satisfaction, l'affichage, voilà, c'est des choses qui se font de plus en plus, hein. Et puis, valoriser les efforts de votre clientèle. Donc ça peut être aussi des pistes, mettre en place des petits défis, des récompenses pour ceux qui font des efforts. Voilà, ça peut voilà, instaurer un peu du ludique dans tout ça et ça peut marcher. Sur la substitution, c'est le dernier point. Donc, vous pouvez effectivement remplacer l'eau potable par des eaux non conventionnelles. Donc, ça, c'est vraiment voilà, la troisième étape. Une fois que vous avez fait tout l'amont, alors ça n'empêche pas d'aller vers ça sans avoir fait tout le reste, bien sûr. Mais c'est vrai que là, on va être sur un coût, un investissement plus important. Donc, ça peut être la pluie, ça peut être un forage, ça peut être les eaux grises, les eaux de piscine. Voilà, vous avez différentes sources. Sur les eaux de pluie, donc les cuves, donc là c'est des cuves, les cuves enterrées ou des petites cuves en bout de gouttière, je vais y arriver. Donc la rentabilité est beaucoup plus longue, mais ça dépend des usages que vous en avez, bien entendu. Je rappelle que là c'est une moyenne et c'est toujours à l'échelle d'un logement. Euh, alors, en termes de réglementation, je pense qu'après, voilà, l'interfilière sera beaucoup plus à même de répondre à vos questions. J'ai pompé quelques infos dans les fiches pratiques qui sont aussi à votre disposition sur le site de l'interfilière. Mais voilà, c'est limité donc en interne au WC, au lavage des sols et du linge dans les habitations. Voire c'est carrément interdit en fait au sein des établissements qui accueillent des populations sensibles. Le réseau doit être complètement séparé du réseau d'eau potable, bien sûr, pour pas qu'il y ait de contamination du réseau. En fait, il doit y avoir une déclaration en mairie si il y a rejet dans le réseau d'assainissement collectif, puisqu'en fait, vous allez rejeter de l'eau, des eaux usées, et si vous ne le déclarez pas, ça veut dire que vous ne payez pas cette eau que vous rejetez. Donc, c'est pour ça que c'est obligatoire de le déclarer. Voilà, je pense que Maryse et Mathilde pourront compléter après si vous avez des questions. Alors quand même, regardez, ça c'est pas inintéressant quand même, donc c'est toujours à l'échelle d'un logement, mais quand même la récupération des eaux de pluie, étant donné que on s'en sert surtout l'été, enfin, un moment où enfin si c'est pour l'arrosage, en tout cas en intérieur, hein, en extérieur, pardon, si c'est en extérieur, en fait, on a besoin d'arroser l'été. Donc finalement, c'est pas si rentable. Vous voyez qu'avec voilà, les économies financières sont assez faibles avec un récupérateur d'eau de pluie. Et la consommation diminue assez peu sur l'année. On arrive à 117 mètres cubes par an avec un récupérateur d'eau de pluie, alors que sans rien du tout, on était à 120 mètres cubes. Ce qui n'est pas énorme finalement. Et en comparaison, vous voyez qu'avec du matériel hydroéconome, le gain en quantité, en consommation est beaucoup plus important. Et vous voyez que l'économie financière aussi derrière est beaucoup plus importante. Donc c'est quand même à prendre en compte. Si la récupération d'eau de pluie est uniquement faite pour l'arrosage, c'est pas peut-être pas la première chose à faire. C'est intéressant bien sûr, mais c'est peut-être pas la première chose à faire. Voilà, là, c'est d'autres éléments. Alors, effectivement,
voilà, c'est sur la récupération des eaux de pluie, hein, mais l'eau doit provenir directement des toitures, effectivement, et les toitures doivent pas contenir d'amiante ni de plomb. Voilà, ça fait partie de toutes les réglementations à respecter. Si c'est un récupérateur externe hors sol, il faut qu'il soit à l'abri de la chaleur et du soleil, évidemment. Voilà, et puis alors, oui, et les manges et le petit, vous voyez, donc ça, c'est des choses qui sont que l'on présente plutôt aux particuliers, mais c'est important de penser aux moustiques aussi. Et sur les récupérateurs d'eau de pluie hors sol, en fait, on n'y pense pas forcément, mais c'est un merveilleux réservoir à moustiques tigres. Donc, sachant que c'est devenu quand même un enjeu de santé majeur en Nouvelle-Aquitaine, hein, le moustique tigre, faire très très attention à bien boucher les orifices. Donc, vous avez tout simplement à mettre une petite moustiquaire avec un élastique sur l'orifice, et puis vous remettez le couvercle par-dessus. Faut penser à le faire, en fait, hein. Le moindre orifice, en fait, peut être un passage pour les moustiques. Donc, ça peut être une réserve considérable. Donc, faut y penser quand même. Les puits et forages, donc ça, c'est si jamais vous avez voilà, une nappe intéressante sous vos pieds sur un camping, par exemple. Vous pouvez exploiter effectivement la nappe. Donc là, pareil, vous avez des réglementations, hein. Vous avez une déclaration en préfecture qui est obligatoire à faire avant le début des travaux si vous devez forer. Et si l'eau est destinée à l'usage intérieur, pareil, vous avez alors là encore plus de réglementation. Il faut déjà réaliser une analyse d'eau parce qu'elle vous sera demandée. Vous avez une obligation de traitement et puis une demande d'autorisation en préfecture. Voilà. On pourra y revenir après si vous avez des questions. Le recyclage des eaux grises. Donc, les eaux grises, c'est les eaux qui proviennent du lave-linge des robinets et des douches. Voilà, je crois que je n'oublie rien. C'est toujours interdit à l'heure actuelle, mais des dérogations sont possibles en fait en préfecture, sauf toujours pour les établissements qui accueillent des populations sensibles. Pour l'extérieur, donc vous pouvez avec arroser les espaces verts, vous pouvez réaliser un lavage des surfaces extérieures, mais il ne faut pas qu'il y ait de génération d'aérosols. Et pour les usages intérieurs, c'est effectivement très réglementé, donc c'est uniquement pour les WC. Ça doit être un système d'arrivée complètement parallèle, bien sûr, pas en connexion avec l'eau potable. Vous devez être en mesure de fournir une eau de qualité suffisante, donc vous êtes dans l'obligation de la traiter. Ça demande un suivi, un entretien régulier, et vous devez être en mesure d'informer le public. Enfin, vous devez avoir une signalétique pour informer le public que l'eau provient du recyclage des eaux grises. Voilà, quelques petits éléments. Voilà, donc tout ça fait un gros panel de solutions. C'est pas exhaustif, mais voilà quelques solutions pour économiser l'eau dans vos hébergements. Ensuite, il y a effectivement d'autres bonnes pratiques qui vont plus toucher à la qualité de l'eau. Donc sur l'assainissement, évidemment, collecter les eaux usées des WC, des douches, des cuisines. Donc soit vous allez rejeter dans le réseau d'assainissement collectif, soit vous allez le collecter à titre individuel, donc de façon autonome. Et donc là, il y a plein de façons de faire, hein. Vous avez les fosses septiques, vous avez des systèmes de collecte individuels. Après, voilà, vous avez même de la phytoépuration, de l'agunage, vous avez plein de solutions possibles. Évidemment, on en a parlé, mais à l'intérieur des hébergements, eh bien, tous les produits qu'on va utiliser, tous les usages, nos usages au quotidien vont avoir une répercussion sur les milieux aquatiques, puisque la plupart de ces produits bien, sont mal, voire pas arrêtés par les systèmes de traitement. Donc, ils vont se retrouver dans les milieux et s'accumulent dans les milieux. Donc, c'est important d'agir à la source en limitant le rejet. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par l'utilisation de produits plus respectueux de l'environnement. Donc, éviter au maximum les produits qui comportent des pictogrammes de danger. Vous pouvez vous orienter vers des produits qui sont labellisés. Donc, en voici quelques-uns.
pour les produits ménagers, pour les voilà, cosmétiques. Incitez aussi votre clientèle à s'orienter vers des produits plus respectueux. Pareil pour les produits de bricolage en interne lors de, voilà, de réparation. Vous pouvez aller vers des produits, des colles, des peintures qui sont plus respectueuses de l'environnement. Voici quelques logos, c'est la dernière ligne en bas à droite. L'écolabel A+, donc plutôt aller vers sur des, voilà, des produits de bricolage qui comportent cette étiquette A+. Voilà, vous avez différents logos. Si cette partie vous intéresse, je vous donnerai quelques liens de sites internet intéressants. Sur le déchet des tri, les déchets spécifiques aussi, les déchets dangereux, on n'y pense pas forcément, mais voilà, les médicaments, les produits d'hygiène quotidiens, les cotons-tiges, les serviettes hygiéniques, les lingettes, les WC ne sont pas des poubelles, voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être rappelées aussi à la clientèle pour pas déjà d'une part boucher les réseaux d'assainissement et puis aussi parce que tous ces produits souvent contiennent des molécules qui sont extrêmement polluantes pour les milieux aquatiques. Voilà. Et les médicaments, alors les médicaments, évidemment, c'est pas reversé dans les WC ou les restes de médicaments, mais dans les lavabos aussi, voilà. Il y a des zones de tri et de collecte spécifiques, et donc ça peut être intéressant de sensibiliser votre clientèle là-dessus. Quelques sites ressources, voilà, plutôt sur la partie maintenant, donc animation, outils pour sensibiliser peut-être vos collaborateurs, mais aussi la clientèle. Donc vous avez sur le réseau du Grès de Nouvelle-Aquitaine, vous avez un portail qui vous présente l'ensemble des outils disponibles qui peuvent être mis à disposition par les acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable, EEDD, ça veut dire ça. Voilà, donc les associations, structures de Nouvelle-Aquitaine. Donc ça peut être intéressant pour vous si vous voulez sensibiliser, mettre en place des animations en interne, donc faire appel à des acteurs pour venir organiser des actions de sensibilisation, soit auprès de vos collaborateurs, soit en interne. Et vous avez aussi une liste des acteurs, donc par département, qui peuvent réaliser ce type d'action, mettre à disposition les outils. Donc ça peut être intéressant pour vous. Ça peut être des outils voilà, en autonomie, des expositions, des kits pédagogiques, des mallettes. Il y a plein de choses. Ça peut vous donner aussi des idées d'ateliers si vous mettez en place des animations. Vous avez plein d'assos qui proposent des animations sur l'eau. En voici quelques-unes. Water Family, Surfrider, bien sûr, vous devez connaître. Vous avez les petits débrouillards. Vous avez la nôtre, bien sûr, CESO. Voilà, tout un tas de terre et océan aussi. Qui peuvent proposer aussi des ateliers, des animations, des visites, mettre à disposition des outils, vous former sur des outils. Voilà, beaucoup de choses sont possibles. Vous avez d'autres structures, ressources qui ne font pas partie de ce réseau, mais qui ont aussi des outils. Vous avez les syndicats de bassin. Et je pense notamment dans les Landes au syndicat à Dourmidouze qui a beaucoup d'outils qui mettent à disposition. Donc voilà, les autres, après je ne connais pas tous les syndicats, mais je sais que certains ont beaucoup de choses dans les tiroirs. Donc il faut y penser. Vous avez évidemment les gestionnaires d'eau potable. Donc au 17, on fait partie. Je ne sais pas s'ils ont beaucoup d'outils, mais en tout cas, ils ont beaucoup de ressources sur leur site. La régie Bordeaux Métropole, mais ça vous concerne moins, ce n'est pas votre secteur. L'agence de l'eau à Dourgaronne aussi peut être aussi un site ressource pour des données, pour des expos, voilà, les différentes institutions. Voilà quelques sites ressources complémentaires. Certains peuvent faire partie de votre territoire, donc n'hésitez pas à noter. Des kits de communication, donc il y a des kits de communication qui sont disponibles pour votre clientèle. Donc j'ai répertorié cela, mais voilà, j'imagine que Maryse, tu pourras compléter aussi derrière, c'est pas du tout exhaustif, hein. Donc il y a celui de, évidemment, l'interfilière qui met à disposition des affiches, des fiches pratiques aussi par point de consommation. Donc des fiches pratiques, buanderie, cuisine, piscine, voilà, vous avez plein d'infos dessus. Des petites capsules vidéo, mais voilà, Mathilde les a présentées tout à l'heure.
qui sont intéressantes et qui mettent en avant des structures qui ont déjà mis en place des choses. Donc, c'est un retour d'expérience intéressant et puis ça donne des idées. Donc, vous avez le lien juste en dessous. L'ADEME met à votre disposition aussi des affiches qui sont intéressantes. Alors, c'est pas que sur l'eau, mais c'est aussi l'énergie, les déchets, il y a plein de choses. Mais du coup, ça peut être intéressant. Il y a des accroche-portes, des stickers, des couvertures de livres de poche. Voilà, donc vous pouvez télécharger tout ça depuis leur site. Je ne sais pas si après ils fournissent encore vraiment les accroche-portes et les stickers. Je pense que, enfin voilà, à voir. Peut-être que vous avez plus d'infos, Mathilde et Maryse là-dessus. Ouais, Écoute, on a encore, nous, un certain nombre hein, de ces kits de l'ADEME, là, avec les ok. stickers et tout. Donc, éventuellement, si certains en souhaitent, on peut toujours essayer de vous les acheminer. Et effectivement, peut-être à la fin, j'aurais peut-être voulu montrer la page du site web Interfia, Ouais, justement, avec toutes ces affiches. ok, pas de Mais bon, je vais problème. te laisser peut-être terminer ta Ouais, on- intervention avant ok, de... je vais au bout et puis on pourra montrer effectivement. Je Vous voulais avez, pas te voilà, couper. non, non, mais c'est bien que voilà, tu précises que c'est encore disponible et qu'il en reste, donc vous pouvez en demander. Odyssette met plein de choses aussi sur son site à disposition et il y a plein d'idées voilà, pour sensibiliser la clientèle. Et celui-là que j'ai recensé qui est vraiment génial, malheureusement, c'est pas libre de droit, mais ça peut donner des idées. C'est Tourisme Bretagne, donc vous verrez sur le voilà. Alors le lien est abominable. On pourra faire un copier-coller, peut-être ça vous intéresse, mais vous le retrouverez très facilement sur Internet. En fait, c'est le principe de nudge, donc c'est un peu une manière détournée pour inciter la clientèle à réaliser des économies. Pas que sur l'eau d'ailleurs, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses sur l'eau. C'est des choses qui sont très discrètes, un peu décalées, humoristiques ou vraiment très discrètes et je trouve ça vraiment super intéressant. Voilà. Des fournisseurs de solutions, nous, le CESO, on avait réalisé ce travail-là, voilà, de matériel hydroéconome, plein de fournisseurs différents. Donc ça, c'est pareil, c'est des fiches, on a listé plusieurs. Donc c'est plutôt c'était pour les logements, hein, mais je pense que voilà, c'est des sites qui sont aussi à destination des professionnels. Donc on a voilà, le lien vous permet de télécharger un ensemble de listes de fournisseurs. C'est pas du tout exhaustif, hein, je précise mais ça peut être intéressant pour vous. Et enfin, vous avez tout un ensemble de dispositifs d'aide, d'accompagnement sur l'eau. Bah là, je vais peut-être te laisser la parole, du coup, Marie, sur cette partie-là, parce que tu les connais beaucoup mieux que moi. Oui, et en fait, on avait une question dans le chat, Claire, par Ah, rapport aux diapositifs, au support de présentation. Est-ce qu'il pourra être communiqué aux participants? Est-ce que oui, c'est bien ça sûr. va? Oui, Donc, effectivement, donc les liens seront actifs, hein, les liens que vous voyez là. ouais, Donc, vous pouvez aller toujours encore voir sur le fonds tourisme durable, même s'il arrive à échéance. Le fonds tourisme durable, c'est un fonds qui est géré par l'ADEME. Euh, donc, il est encore actif jusqu'en septembre a priori. Donc, il y a certains équipements effectivement qui pouvaient être financés dans le cadre du fonds tourisme durable, notamment sur les économies d'eau et d'énergie. Ensuite, vous avez toujours des certificats d'économie d'énergie. C'est des engagements effectivement des producteurs d'énergie hein, d'amener des réductions de conso. Donc, quelque part, effectivement, c'est via des aides ou des équipements qui peuvent être fournis à des particuliers et des professionnels. On a mis le lien vers le site officiel hein, des certificats d'économie d'énergie. Comme ça, vous pourrez toujours aller consulter et voir ce que vous aurez le droit. Il y a eu effectivement des mousseurs, il y a eu des pommeaux de douche, il y a eu des ampoules basse consommation. Donc, ça vaut la peine, en tout cas, aussi sur l'eau, hein, de consulter ce qu'on peut obtenir comme équipement. L'Agence de l'eau à Dourgaronne a aussi des aides. Marion en a parlé en début de présentation. Donc, il y a des aides directement pour la sensibilisation, mais aussi pour des travaux. Donc, vous pouvez, j'ai mis le site aussi là en accès. Et même pour de la mise en norme, en conformité sanitaire, il y a une petite aide hein, qui peut être octroyée là, jusqu'à 30% si je ne me trompe pas. Donc, ça mérite effectivement, dans certains cas, d'aller voir.
Au niveau de la région, il y a aussi un appel à projet sur les eaux non conventionnelles. Donc, c'est quand même des projets qui sont conséquents, mais si jamais vous étiez dans cette démarche, déjà, l'appel à projet était prolongé, donc ça peut aller jusqu'à décembre. Donc, avec le CRT, notamment, on mène une étude là, on va solliciter cette aide. En fait, c'est le CRT qui va solliciter l'aide, mais ça peut être fait aussi par les particuliers, par les professionnels directement. L'appel à projet Innovo de l'ADEME, c'est un projet pour l'innovation en lien avec l'eau, donc les nouveaux process. Ce sont des projets très coûteux par contre, donc peut-être que c'est plutôt orienté vers les porteurs d'innovation. En revanche, si vous souhaiteriez, par exemple, engager des projets et avoir, si vous avez des partenaires innovants qui veulent tester des nouvelles technologies, ah ben là, ça peut être intéressant. Peut-être le porteur pourrait devenir effectivement votre partenaire. Donc, c'est pour ça qu'on le mentionne, parce que des fois, ça peut être intéressant aussi pour vous. Et évidemment, il faut voir avec votre syndicat d'exploitants local de l'eau. Il y a souvent, en tout cas, des différents appels à projets, des différentes aides qui vont être très localisées. Donc, ça mérite effectivement d'aller parfois les questionner. Donc voilà, c'est les différentes dispositifs d'aide là, qu'on avait identifiés sur l'eau. N'hésitez pas à cliquer et d'aller effectivement voir là, les différents aides par rapport à vos projets, là, ce qui pourrait être intéressant. Je pense que ça mérite en tout cas de s'y pencher. Très bien, merci Maryse. Et on arrive, voilà, j'avais listé ça aussi, donc on en a parlé. Soltena, ça peut être intéressant pour vous parce qu'il recense, c'est un cluster des solutions pour la transition écologique en Nouvelle-Aquitaine. En fait, ils proposent une offre d'accompagnement aussi. Ils peuvent vous aider à monter les dossiers. Vraiment, alors ils sont sursollicités, donc c'est pas dit qu'ils répondent aux demandes, mais en tout cas, il y a des personnes qui sont dédiées à ça pour vous aider vraiment à faire un petit diagnostic et vous aider à monter les dossiers de demande voilà, de financement, d'aide sur les appels à projets. Et sur leur site, il y a une liste, un listing de leurs adhérents qui sont vraiment sur la partie eau et transition hydrique. Donc, si vous cherchez des fournisseurs de solutions sur telle ou telle partie, par exemple sur le recyclage des eaux grises, eh bien, il y a voilà, des professionnels fournisseurs de solutions qui sont recensés dedans. Voilà, donc ça peut aussi vous permettre de trouver un prestataire. Voilà, et je me permets, pour terminer, de parler de cette enquête, du coup, qui a été mise en place par notre association et aussi avec voilà, l'aide de l'interfilière, et puis du CRT et du SMEGREG en Gironde, qui concerne vraiment toute la Nouvelle-Aquitaine, qui permet aussi de recenser vraiment les besoins. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Ça prend une quinzaine de minutes. Bon, il y a beaucoup de questions, mais c'est aussi pour voilà, recenser vraiment vos besoins et vos freins aujourd'hui, de quoi vous avez vraiment besoin et sur quoi on peut concrètement vous aider. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Vous avez le lien en bas ou vous pouvez scanner, enfin flasher avec votre téléphone le petit QR code là qui est là et vous allez arriver directement dessus. Voilà. Et je suis arrivée au bout et vous avez les contacts alors tout le monde, vous n'avez pas les contacts de l'agence de l'eau. Je m'en excuse, je les rajouterai, mais vous avez au moins le contact de Maryse Boivin et Clara et Mathilde de l'interfilière et mon contact aussi en dessous. Et effectivement, donc on a les contacts, mais vous avez une adresse mail là pour moi et Mathilde et un numéro de téléphone. En fait, c'est que moi, je quitte l'interfilière vendredi prochain et c'est Mathilde qui prend le relais. Donc, du coup, elle va reprendre le numéro de téléphone, mais effectivement, l'adresse mail va évoluer. Sauf que ne vous inquiétez pas, si vous écrivez à cette adresse m.boivin, ça va se rendre puisqu'elle va rester active dans tous les cas. Euh, Merci infiniment, Claire. Je sais qu'il y a sûrement des questions. Je voulais peut-être juste faire un petit aparté pour vous montrer sur le site web les différents supports. Je Ouais. pense que ça mérite vraiment très rapidement. Je vais partager l'écran avec ici. Donc, c'est sur le site web de l'interfilière. Donc, vous avez effectivement les différentes affiches de sensibilisation que vous pouvez mettre à différents endroits dans vos établissements. On a prévu, durant votre séjour ici, je peux peut-être en mettre une en grand, là, que vous ayez est-ce que je peux le faire? Là? Vous voyez un petit peu plus grand. Donc, l'idée, c'est d'avoir à la fois un comportement qu'on invite à faire,
avec un justificatif sur la consommation. Donc, c'est vraiment à vocation pédagogique. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un petit peu de contenu. Et vous avez tout en bas à gauche une traduction, en tout cas, des grandes idées qui est dans la fiche. Et vous avez un petit saviez-vous que. L'idée, effectivement, bon, c'est protéger la ressource en eau durant votre séjour. C'est, par exemple, éviter le changement quotidien des serviettes et des draps, etc. Donc, on a des petites idées comme ça qui sont reprises selon où il se situe dans l'établissement. Donc, dans ce cas-ci, c'est à l'accueil, comme pour le séjour. Il y a pour le point vaisselle, dans les campings ou dans les villages de vacances, par exemple, il peut y avoir des points de vaisselle partagés. Donc là, c'est effectivement euh, un format A5, un peu plus petit, mais pour mettre effectivement au point vaisselle et à la buanderie, parce que quand la buanderie, elle est utilisée aussi potentiellement par les clients. Dans l'hébergement, c'est plutôt dans les unités d'hébergement, donc que ce soit les mobil-homes, les chambres ou les chalets. Ensuite, on a les sanitaires, les blocs sanitaires. Vous voyez. Donc, on a la version hébergement et on a la version bloc sanitaire qui est un peu plus dense. Et ensuite, on a le jardin, la piscine et on a une grande affiche pour les récupérateurs d'eau, puisque pour tous ceux qui ont bénéficié du récupérateur, il y a cette goutte qu'on a fait imprimer aussi sur un matériel aluminium, donc pour installer sur les récupérateurs d'eau hors sol. Éventuellement, c'est toujours possible de le faire imprimer. On a mis le format pour imprimer dans votre structure ou un format pour aller chez votre imprimeur pour le faire imprimer. Donc, soit vous l'imprimez chez vous ou à l'externe avec les traits de coupe. C'est exactement les mêmes contenus, mais au moins, il y a le trait de coupe. Ensuite, pour vous et vos salariés, pour communiquer par rapport aux gestes à mettre en œuvre dans sa structure, vous avez les 5 thématiques sanitaires, cuisine, jardin, piscine et buanderie, avec quelques idées, quelques pistes, des grands chiffres, des idées, la réglementation et quoi communiquer à votre clientèle. Et enfin, c'est là que effectivement ça serait sympa si vous souhaitez effectivement les regarder. On a des capsules vidéo, donc c'est les mêmes 5 thématiques. Économiser l'eau dans les sanitaires, à la buanderie, à la piscine, avec des retours d'expérience des professionnels. Donc, ce sont des vidéos très sympas. On est très, très fiers du rendu, mais ça peut vous donner des pistes. Ça raconte effectivement l'histoire de ce qui a été fait dans certains établissements. Donc, on a 5 établissements qui ont participé aux différentes vidéos. Donc, on les retrouve un peu partout. Voilà. Donc, je sais pas. Je sais qu'on arrive à la fin, donc je ne peux peut-être pas les montrer maintenant, mais n'hésitez pas à les voir, les communiquer, les regarder avec vos salariés. Ça peut vraiment, je pense, être des outils en tout cas pour sensibiliser vos équipes. Et je pense qu'effectivement, je vais arrêter là parce que je vais laisser la place aux questions, hein? Si les gens ont des questions à soumettre à Claire, je crois il faut toujours garder un petit temps pour ça. Moi, j'avais posé la question, là, les affiches que l'on a vues ou les vidéos, c'est sur le site Interfilière que l'on peut aller les récupérer ou les visionner. Donc, oui, Oui, c'est ça, sur les réseaux sociaux de l'Interfilière, sur LinkedIn, sur Instagram. Moi, j'ai pas Mais très de bien. questions particulières parce que c'était très clair en fait. Enfin, tout a été abordé, les enjeux, les solutions, enfin, voilà, tout le. Donc non, pas de questions justement. Pas de question. Bon, Ouais. ça répond à vos attentes quand même, voilà, ouais. Enfin, Oui, nous, oui. Je me posais quelques questions, notamment aussi par rapport aux eaux grises. Je me posais des questions sur l'utilisation, la réglementation dessus. Et je pense qu'effectivement, c'est très intéressant, Claire, le panorama que tu as fait de toutes les solutions avec le chiffre à l'achat et le chiffre d'économie derrière. Ça permet vraiment de dimensionner, de voir un peu les priorités peut-être pour chacun. Là où j'étais plus étonnée, c'est sur les cuves de récupération d'eau de pluie, le fait que finalement, c'est pas, enfin voilà, c'est un coût quand même très élevé et c'est pas une solution qui va vraiment limiter l'utilisation de l'eau. Exactement, mais je vous rassure, vous n'êtes pas la seule, hein, en général. Enfin, voilà, nous, Ouais. on est un espace info-économie d'eau, donc on intervient très souvent auprès des particuliers en Gironde, et tous sont toujours très étonnés du coup, enfin voilà, de la rentabilité en termes
financier et puis sur les économies d'eau aussi, Oui. c'est vrai. Mais parce qu'on s'en sert surtout l'été et l'été, il pleut pas tant que ça, donc voilà et ouais. Mais si on l'utilise quand même par rapport pour les WC, pour les toilettes, Alors voilà, non mais voilà, là on parle vraiment oui. en usage extérieur. Après, si vous en avez une utilisation en interne, on est sur autre chose là. Ah oui, voilà, Voilà. d'accord. Et sur des réservoirs qui sont beaucoup plus volumineux. Oui, Voilà, là c'est complètement différent. Oui, oui, non, j'avais bien précisé que c'était pour l'usage extérieur, hein, l'arrosage, là, les chiffres. d'accord. Ouais. Voilà. Parce que c'est vrai que dans le cadre du fonds de tourisme durable, enfin voilà, il y a un certain nombre de prestataires qui a souhaité s'équiper de cuves de récupération. Mhm. Et ceux qui sont en création en ont profité pour pour les utiliser pour les toilettes aussi. Ouais. Et effectivement, dans le cas du fonds tourisme durable, c'est des cuves qui étaient enterrées, donc de Oui, grands gabarits. Donc, effectivement, voilà. l'économie doit être quand même plus conséquente, effectivement. Ouais, d'accord. Et dans tous les cas, nous, la goutte qu'on a créée effectivement pour venir avec les récupérateurs d'eau, on a quand même dimensionné, je voudrais que je l'ai pas très loin, mais effectivement, on a mis un chiffre sur la quantité d'eau qui est récupérée sur une toiture de 100 mètres carrés. En gros, c'est ce qu'on a effectivement écrit. Donc, ça dit récupérer l'eau de pluie sur 100 mètres carrés correspond à 70 mètres cubes d'eau récoltée en moyenne par an, soit l'équivalent de 1300 douches. Donc, ça permet quand même de dimensionner. Mm. C'est vraiment sur c'est 1,3 fois sa consommation annuelle. C'est effectivement ce qu'on a précisé. C'est des chiffres qui parlent, je veux dire, ça part quand même 1300 douches. Ça commence à, je veux dire, Mm. ça signifie quand même quelque chose. Mais effectivement, dans l'espace privé et effectivement, selon la taille de la toiture, la quantité d'eau récupérée va être relative. Ça dépend aussi, bien évidemment, du climat. Mais bon. Oui. Donc, mais elle est très bien. Et j'avais justement regardé la semaine dernière les affichettes de sensibilisation de l'interfilière là sur l'eau, non, sur tout ce qui est. Oui, non, c'est d'ailleurs c'est essentiel, c'était sur l'eau. Et je les ai trouvées, bah oui, très intéressantes et je m'en suis imprimé quelques-unes. C'est très Voilà. bien. Et on en a plusieurs d'imprimés d'ailleurs, c'est ce que j'ai omis de dire. On en a fait imprimer 500 kits, hors la goutte que je vous ai montrée là, parce que là, c'était vraiment spécifique aux récupérateurs d'eau qui ont été distribués. Mais autrement, on a ces kits. Ceux qui sont inscrits, effectivement, donc, dans le cadre du projet EDUCO sur l'année, on a préparé effectivement des envois. Maintenant, si vous en souhaitez, vous pouvez toujours nous le signifier. On vous enverra effectivement un kit, un exemplaire du kit, évidemment, que vous pourrez installer. Mais il y a toujours possibilité, effectivement, de faire vos propres impressions via Oui. ceux qu'on a préparés, en tout cas, accessibles en ligne. Et on a ces kits à distribuer, donc n'hésitez pas à le demander. Excusez-moi, par rapport aux affichettes, nous, ça nous intéresse pour les séjours sur sur les sanitaires ou la cuisine. Les affichettes sanitaires et cuisine peuvent être intéressantes pour nous pour sensibiliser les salariés et que les salariés sensibilisent le public. Simplement, est-ce qu'à tout hasard, il en existerait en version FALC, facile à lire et à comprendre pour les personnes du coup qui sont atteintes de déficience? En fait, on l'a quand même fait grand public, donc techniquement, en tout cas, ça doit être Mm. assez, je veux dire, c'est quand même adressé vers le vacancier sur son lieu de séjour. Donc, effectivement, on n'est pas forcément sur un vocabulaire, je ne sais pas si on peut FALC. dire, Hmm. hyper soutenu. Ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même sur un vocabulaire accessible, même si, Très bien. effectivement, il y a des chiffres, quoi. Mais bon, ça permet de décoder un peu aussi le comment du pourquoi on ferait attention à telle action. Donc, en tout cas, à mon avis, ça doit être assez accessible. Maintenant, évidemment, si jamais c'est pas l'impression que vous avez à l'usage, il faut pas hésiter à nous le dire. Parce que nous, on a travaillé avec une agence, on a fait beaucoup d'allers-retours avec les collègues des filières, avec des professionnels, mais maintenant, on peut aussi des fois se tromper. Donc, si jamais à l'usage, vous avez des retours, nous, dans nos prochains outils, on va tenir compte effectivement de vos retours. Mm. Non, elles sont très simples à comprendre pour nous, pour personnes lambda, mais pour des personnes atteintes de déficience, elles ne sont pas accessibles.
Oui. Le FALC, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Le facile à lire et à comprendre, c'est schématisé avec des logos qui ont été validés au préalable FALC. Voilà. C'est pour ça que je vous posais la question s'il Oui, existait pardon, une j'avais manqué. version FALC. Il n'existe que cet exemplaire-là. Ceux que vous avez en accès en ligne, c'est les seuls exemplaires qui existent. Qui existe aujourd'hui. Voilà. C'est vrai D'accord, qu'on a merci. utilisé des pictos, mais c'est pas des pictos officiels, effectivement. Mm. Ouais. D'accord, merci. Eh bien, on vous remercie sincèrement. Merci à Claire. Eh bien, on vous souhaite une belle saison. Très bonne saison à vous, oui. Et puis, en espérant que toutes ces informations et ces conseils vous aident aussi dans votre pratique. Et effectivement, n'hésitez pas à revenir vers vous, à répondre au questionnaire qu'a envoyé le CESO, parce que ça peut nous aider à construire chacun nos projets pour vous aider, parce qu'on est au service des professionnels. Voilà, merci beaucoup et merci de votre conscience effectivement environnementale, de faire attention à cette belle ressource qui est l'eau. On a tant besoin d'elle et bravo à vous en tout cas d'être engagé dans cette action. Merci. Merci. Au revoir. Bonne Merci. soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.